Bonjour YouTube, 14e journée de Ligue 1, c'est la troisième fois que je fais l'intro, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher des pouces comme d'habitude, 14e journée de Ligue 1 qui s'est achevée hier avec la victoire 3-0 de Lyon contre Nantes, mais avant ça, il s'est passé plein de choses, plein de petites surprises, un changement de leader, du côté du maintien c'est toujours autant serré, on va débriefer ça tous ensemble, les 9 matchs, l'équipe type comme d'habitude, on va continuer comme ça, tant que je continuerai en fait, je sais pas si on fera toute la saison, mais pour l'instant on tient bien. Voilà, vous avez le bonjour du chat Twitch sur ma droite, gauche, sur ma droite. Ouais, c'est compliqué ce soir, c'est compliqué. On va débriefer donc les 9 matchs dans l'ordre, mais d'abord, avant toute chose, on va regarder les résultats de ce week-end. Et évidemment, je n'ai pas encore préparé mes éléments, voilà, ils sont prêts. On va les regarder avec une première victoire intéressante de Rennes qui enchaîne avec une victoire 1-0 contre Metz. La grande surprise du week-end, c'est la défaite du Paris Saint-Germain face à un Monaco à 10 contre 11. Victoire 1-0 des Monégasques qui en avaient terriblement besoin face à des Parisiens qui du coup perdent la tête du championnat. Et oui, Paris FC Auxerre, un partout, enfin un but pour Auxerre, ça faisait 7 matchs qu'ils attendaient. Match nul tardif entre Marseille et Toulouse, les Marseillais qui tenaient leur victoire et qui ont réussi à prendre une égalisation sur une touche de 40 mètres, bravo à eux. Strasbourg-Brest, l'autre surprise du week-end avec la remontada de Brest qui était menée 1-0 et qui a réussi à arracher la victoire, notamment avec un des plus beaux buts de la saison, un pétard monumental de Hugo Magnetti, vraiment si vous ne l'avez pas vu, foncez dessus. Angers-Lens, victoire de Lens sérieuse qui leur permet de prendre la tête du championnat. Qui l'eût cru, le Lens de Pierre Sage est aujourd'hui leader de Ligue 1. Victoire dans la difficulté également pour le LOSC face au Havre, ils ont été dominés, mais ils ont comme souvent avec Bruno Genesio su trouver la faille grâce à leur banc et notamment encore une fois à Igaman. Lorient-Nice, c'est la grande catastrophada du week-end puisque les Niçois se sont inclinés face à Lorient avec les problèmes extrasportifs qu'on a connus ensuite. On en parlera longuement puisque c'est très grave ce qui s'est passé du côté de Nice. Au moment où je vous parle, on vient d'apprendre que Terem Moffi et Jérémy Boga sont en arrêt de travail après avoir été agressés par des supporters, des crachats, des coups dans les parties intimes et des insultes racistes, rien que ça. Donc autant vous dire que ce n'est vraiment pas la fiesta du côté de l'OGC Nice. On est en dégringolada sur tous les plans et on a terminé cette journée par une grosse victoire lyonnaise qui fait un bien fou, une victoire qui s'est dessinée en seconde période avec une expulsion nantaise dont on aura le temps de reparler bien assez tôt puisqu'elle a fait couler pas mal d'encre. Voilà, on va commencer ce débrief, si vous le voulez bien, par Metz-Rennes. Metz qui avait fini sa petite lune de miel des 3 victoires d'affilée avec une défaite dans les dernières secondes de la semaine dernière contre Brest, un penalty raté à la 95e par Brest, puis un autre penalty pour le coup converti à la 99e minute par Romain Del Castillo. Malheureusement pour Metz, c'est une nouvelle défaite qui les renvoie dans la zone rouge, c'est dommage. Du côté de Rennes, on sortait d'une victoire très probante contre Monaco et ça va mieux du côté de Rennes, même si vous allez le voir, même si on a quand même beaucoup de retournements de veste logique sur Habib Beye qui finalement fait plus que garder sa place puisque Rennes est de retour dans la course à l'Europe, ça a été un match qui a été un peu compliqué pour Rennes. Ils ont fait 25 très bonnes minutes, Rennes, avec notamment 2 grosses occasions et une barre de Rongier, avant que Rongier ouvre le score d'une très belle frappe, une espèce de frappe en demi-volée rasante qui va au ras du poteau. Et le problème, c'est que Rennes, à partir du moment où ils ont ouvert le score, donc sur les coups de la 22e minute, ils ont fait un gros dodo. Ils ont fait un gros dodo et même factuellement, Metz a fait un très bon match par rapport à Rennes et aurait très franchement mérité d'arracher le match nul. Donc attention parce que Rennes a enchaîné pas mal de victoires ces derniers temps. Ils ont battu Monaco la semaine dernière et avant ça, on avait une victoire contre le Paris FC 1-0 et une victoire contre Strasbourg qui sont quand même des équipes pas nulles à chier. Là contre Metz, c'est un petit peu en trompe-l'œil. On a eu un but et puis plus rien. Donc attention, je suis pas non plus totalement rassuré par ce qu'a montré Rennes. Il y a certaines choses qui sont rassurantes, notamment le match de Jérémy Jacquet que j'ai mis dans mon équipe type, plus Samba, donc il y avait quand même une arrière-garde très fiable, et Samba a sauvé le match puisque Metz a poussé en fin de match sans malheureusement pour eux réussir à arracher le match nul. Mais donc voilà, oui, Habib Beye a fait plus que sauver sa peau, mais c'est pas non plus encore incroyable dans le jeu, Rennes. Et j'ai envie de dire que Rennes ne fait que arriver à sa place par rapport à son effectif qui est quand même extrêmement qualitatif sur le papier. On a des jeunes joueurs de grande qualité, on a un gardien international, on a des joueurs expérimentés au milieu de terrain et on a un attaquant parmi les meilleurs de Ligue 1
Donc c'est quand même normal que Rennes soit dans cette position de jouer le top 5, même si ça a mis du temps à se décanter. On verra s'ils réussissent à enchaîner, puisque Rennes, le week-end prochain, va se déplacer au Parc des Princes. Alors, c'est peut-être le bon moment pour aller choper le Parc des Princes, mais voilà, on va avoir un vrai gros test contre une équipe de très haut de tableau. Non pas que Monaco ne le soit pas, mais Monaco n'était clairement pas rodé la semaine dernière, et on va quand même pas leur enlever la victoire probante contre Strasbourg, qui généralement, Strasbourg, ça souffle chaud et le froid. On n'est jamais sûr de rien avec Rennes, effectivement. Attention, je trouve qu'il y a encore une fébrilité. D'ailleurs, Habib Beye, même Valentin Rongier n'était pas foncièrement content du contenu qui avait été produit, à raison, puisque Metz a été vaillant en seconde période. C'est presque un peu dommage pour Metz, puisque c'est encore une nouvelle fois, une fois de plus pour Metz, un match où ils ont bien joué, et où ils gagnent 0 points. Metz est donc de retour à la 17e place. Alors il y a quand même des motifs de satisfaction du côté de Metz. On a une équipe qui ressemble à quelque chose. Parce que rappelez-vous quand même, le début de saison de Metz, on est sur une équipe qui ressemble à rien. À rien du tout. Là, Metz se tient. Metz peut espérer. Metz peut rêver de gros résultats. Donc c'est pas encore mort. Ils sont quand même en meilleure situation que quand ils étaient à 2 points pendant une bonne partie de la saison. Mais il manque du côté de Metz le réalisme offensif. Il y a quand même un manque de niaque devant. On voit, et c'est terrible à dire ça, parce que c'est quand même un mec qui est vieux et en fin de carrière, mais Habib Diallo manque terriblement à cette équipe. On voit que devant, ils savent pas finir les actions. Les deux Géorgiens, ils virevoltent, mais ils sont pas très précis. Gauthier Heinz, c'est une fois oui, une fois non, et ça manque d'un vrai tueur. Et c'est ça qui manque par rapport aux saisons où Metz réussissait à surnager. C'est l'attaquant qui met 10 buts, l'attaquant qui met 15 buts. Ils ont eu Miko Tadze, ils ont eu Habib Diallo prime, on va dire. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas, cet attaquant qui met 15 buts. Ils l'ont, c'est Habib Diallo, mais Habib Diallo, il est blessé depuis plusieurs matchs, et c'est ça qui leur manque actuellement. Mais une chose est sûre, là où on avait pensé en début de saison, dans les premières journées, que la lutte pour le maintien serait vite réglée, avec notamment Metz et Lorient qui semblaient bien en dessous de tout le monde, la vérité c'est que la lutte pour le maintien, elle va être serrée jusqu'au bout. On a des équipes qui ont beaucoup de mal, mais qui sont pas mauvaises intrinsèquement, comme la JOCR. On a des équipes qu'on n'espérait pas si haut et qui font quand même un très beau début de saison, comme Angers et Le Havre, qui aujourd'hui ont un petit matelas, un tout petit matelas, mais qu'on n'aurait pas forcément anticipé. Attention Messin, match de la peur le week-end prochain au CA. Oui, on va en parler d'Auxerre après. On va avoir, je pense, jusqu'au bout une lutte pour le maintien très serrée, alors que franchement, à la 6e, 7e journée, on avait dit Metz, ça fera 15 points maximum. Donc comme quoi, voilà, il y a pas mal de choses qui changent. Ce match-là, il est assez révélateur des analyses erronées qu'on peut faire. Moi, le premier, j'aurais juré devant tout le monde que Beye se ferait virer et que Rennes allait bider. Et j'aurais juré devant tout le monde que Metz allait descendre en étant bon dernier de Ligue 1. Finalement, pour l'instant, il y a un peu plus de suspense que ça. Qu'est-ce que j'ai noté de plus? C'est la 4e victoire de suite, du coup, pour Rennes. Rennes, aujourd'hui, qui remonte vraiment un prétendant à l'Europe, qu'on les avait enterrés quand même. Ils étaient 12, 13e, on s'est dit ça va être comme Nice, ils vont faire une saison catastrophada, et finalement non. Après, on est quand même, quand on regarde l'équipe de Rennes, individuellement, c'est quand même une équipe qui a une qualité individuelle qui doit être reflétée par plus de qualité collective. Vous avez quand même un des meilleurs gardiens de Ligue 1 avec Brice Samba, on l'a vu sur ce match-là contre Metz. Vous avez une arrière-garde d'immense qualité, avec Jérémy Jacquet, qui est probablement l'un des meilleurs défenseurs français de son âge, Aïd Boudlal, qui commence à exploser et qui est un excellent joueur. Vous avez du Rongier au milieu de terrain, vous avez Madi Camara, qui a une valeur ultra sûre, vous avez Djawi Cissé, qui a un espoir incroyable, vous avez Frankowski, qui est quand même une valeur sûre aussi au poste de latéral droit, et de l'autre côté, vous avez l'idée Tamari, latéral gauche, qui fonctionne finalement très bien, et moi, vous le savez, Esteban Le Paul, je trouve que c'est un joueur extraordinaire, et que c'est une super recrue pour Rennes. Donc, il n'y a pas de point faible dans cette équipe, factuellement, sur le papier. Peut-être le côté gauche où Merlin est très décevant, mais cette équipe, elle est très cohérente sur le papier. Même maintenant, Mbolo se met en route. Donc elle doit trouver une certaine forme de régularité, elle doit trouver une identité et des certitudes. Mais est-ce que Habib Beye est capable de porter cette équipe vers des certitudes qui lui permettront peut-être de jouer le top 4 ? J'ai encore des doutes. Voilà, je sais que la mode là, c'est de dire « Ah, finalement, on avait tort sur Habib Beye, c'est un super coach ». Moi, je ne suis pas encore au stade de dire pardon d'avoir critiqué Habib Beye, parce que je trouve que le contenu contre Monaco était OK, mais parce qu'il y avait des cadavres en face. Et je trouve que le contenu contre Metz est pas suffisant. Voilà. Le duo Tamari Cissé a encore du mal à se trouver. Oui, et ce qui fait la différence sur les derniers matchs de Rennes, il y a deux choses qui font la différence. La première, c'est le changement Tamari-Merlin.
Et Tamari apporte quand même beaucoup plus de choses que Merlin. Et c'est également le fait que Habib Beye ait mis Mady Camara dans sa zone préférentielle. Mady Camara, quand il était à Brest, c'était un joueur qui bouffait la profondeur, un peu comme Tolisso. Et il aime jouer, Mady Camara, dans une zone qui est très précise, qui est le demi-espace droit du terrain. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir quelqu'un qui occupe la largeur et un milieu qui zone dans la zone centrale pour pouvoir aller foutre le sbeul dans cette espèce de couloir, demi-couloir. Et c'est là où il est vraiment bon, Mady Camara. Et je pense que c'est ça qui a créé le déclic. Le Paul, est-ce que pour toi c'est le joueur le plus sous-coté du championnat ? Je pense pas que ce soit sous-coté, parce qu'il est coté, Esteban Le Paul. Maintenant, c'est sûr qu'il paye pas forcément de mine, alors que je trouve qu'il a une gestuelle de grand joueur, Esteban Le Paul. Il n'a pas encore totalement explosé, et je pense qu'il peut exploser à Rennes comme il l'avait fait Martin Terrier avant lui, même si c'est des styles totalement différents. Mais Esteban Le Paul, pour moi, a un énorme potentiel parce que c'est un peu comme Mathis Ablin. C'est-à-dire qu'il souffre du fait d'être dans des équipes où ils sont pas très visibles et dans des équipes qui ont du mal collectivement. Alors Mathis Ablin, 10 fois pire. Mais quand on regarde attentivement les qualités individuelles de ces deux joueurs, ce sont des joueurs qui ont tout, qui ont la vivacité, qui ont une puissance naturelle de capacité à résister à la pression, qui ont une capacité de finisseur, ils ont de la puissance de frappe. Ce sont des joueurs qui ont tout, et je pense même qu'Ablim est au-dessus. Ça me gratte le nez depuis tout à l'heure, ne faites pas de remarques dans le chat. Et je pense vraiment que quand Le Paul va se mettre vraiment en route, à ce moment-là, Rennes pourra peut-être viser plus haut. Mais il va falloir plus de liens collectivement. Voilà. On a parlé de Metz aussi. Metz, c'est un match qui est frustrant pour eux parce qu'il y a des bonnes bases. Mais là, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant offensivement et on le voit depuis le début de saison. Hein. Le début de saison, Metz, ils l'ont fait avec Brian Maggio, 16 ans titulaire pendant 2 matchs de suite. Ils ont tenté un coup. Ils ont tenté le coup du jeune loup qui explose. Ça n'a pas marché. Et on voit bien que le niveau backup, ça suffit pas, quoi. Voilà. Terrier, malheureusement, ça n'a pas duré 10 ans. Ça n'a pas duré 10 ans parce qu'il s'est fait les croiser aussi. Hein. Il s'est fait les croiser lors d'un match contre Nice et il a mis du temps à en revenir. Et puis, finalement, ça va pas si mal, Martin Terrier, aujourd'hui. Voilà, il n'a pas été verni. Il s'est quand même fait défoncer le tibia. Hein. Donc, voilà, Ablin, il faudra le voir dans une équipe où il n'aura pas besoin de remonter le terrain à chaque fois. On va en parler d'Ablin. On va en parler d'après d'Ablin. On a à peu près tout dit sur Metz-Rennes. Voilà, je suis curieux de voir Rennes sur la durée. Est-ce qu'on aura eu tort de critiquer Habib Beye ou est-ce que cet édifice un petit peu fragile va s'écrouler ? On verra bien, puisque Rennes ira au Parc des Princes affronter des Parisiens qui viennent justement de s'incliner face à Monaco. Un match qui a été houleux pour 2 raisons. La première, alors déjà on va faire un petit peu un point sur les compos en place. Du côté de l'AS Monaco, on n'a pas Zakaria qui est suspendu pour un carton rouge, qui a été remplacé par Thésée, et on est toujours dans l'expérimentation devant du côté de Pocognoli. Cette fois c'était un quatuor Akliouche, Golovin, Minamino, Balogun devant. Ça n'a pas été outrageusement flamboyant en première période, mais vous avez un fait notable sur ce match en première période, c'est ce découpage de Camara sur Chevalier qui vaut carton jaune. Et alors là, une nouvelle fois, il faut m'expliquer, parce qu'on est quand même sur une grosse semelle sur la cheville qui est totalement pas maîtrisée. Je ne comprends pas comment on peut mettre jaune là-dessus. On en parle quand c'est Lyon, et j'en parle de façon vigoureuse quand c'est Lyon. C'est encore une fois un match qui est saccagé par l'arbitrage. C'est un match qui est saccagé par l'arbitrage parce que la logique veut que Monaco soit à 10 dès la 11e minute. Ce serait la normalité. Donc est-ce que Monaco a mérité sa victoire ? Est-ce que le PSG a mérité sa défaite ? C'est difficile à dire puisque le match a été saccagé. Il reste que le Paris était à 11 contre 11 et ils ont été mauvais à 11 contre 11. Ils ont été mauvais. C'est peut-être même l'un des pires matchs du PSG cette saison avec le match au Vélodrome. Paris a été très faible, et pourtant c'était une équipe bis devant, mais pas au milieu. Au milieu, il y avait les 3 monstres. Hein. Mais effectivement, devant, vous aviez Mayoulou, vous aviez Kanguin Lee, il y avait toujours des absents. Doué n'est pas là, Hakimi n'est pas là, Nuno Mendes n'était pas là. Donc forcément, vous jouez toujours avec une équipe bis du côté du Paris Saint-Germain. Mais attention, on le dit depuis le début de la saison, ce côté dilettant en championnat pour perfer en Coupe d'Europe, puisque le PSG doit être dans le top 3 de la Ligue des Champions, attention, le PSG vient de perdre la tête du championnat. Attention, ça fait 2 défaites pour le Paris Saint-Germain en 14 matchs. La dernière saison où le PSG a perdu 2 matchs sur ses 14 premiers, ils n'ont pas été champions à la fin. Donc peut-être c'est la bonne année, malheureusement pour la Ligue 1. Il y a que Lens qui suit le rythme. Il y a que Lens. Derrière, ça trébuche de tous les côtés. Lille suit pas le rythme. Lyon, j'en parle pas. Monaco, qu'on avait quand même annoncé top 2, top 3, ça suit pas. Et Marseille a des trous d'air, donc c'est quand même dommage. Il reste qu'on a très mal joué et qu'on mérite rien de ce match. Oui. Pour moi, c'est le pire match. C'est le pire match. Ils ont rien montré. C'était mollasson.
Et c'était même pas un bon Monaco en face. Hein. C'était même pas un bon Monaco. C'est un Monaco qui a eu une grosse occasion, un but, très beau but d'ailleurs. Hein. C'est Minamino qui fait un enchaînement contrôle-frappe servi par Golovin. Vraiment très très joli but. Mais c'est quand même censé être un match entre les deux meilleures équipes du championnat sur le papier avec l'OM. Deux des trois meilleures équipes du championnat. C'était pas terrible. Hein. C'était pas génial. Hein. C'est pas ouf. Hein. Donc Adrien Molasson, c'est une bonne vanne. Je suis pas inquiet, mais parce que ce PSG-là, il accélère toujours en deuxième partie de saison. Mais pour l'instant, ça joue peut-être un petit peu avec le feu du côté du Paris Saint-Germain. Hein. Ça joue un peu avec le feu. Il y a des problèmes d'infirmerie, ce qui est logique puisqu'ils n'ont pas eu de prépa, on le rappelle. Hein. Mais but entaché d'un hors-jeu. Je t'avoue que ça ne m'a pas choqué outre mesure. On n'a pas parlé de la main de Pacho. Pareil. Parfois c'est sifflé, parfois non. Bon, bah écoutez, on va rien dire, quoi. Pareil, j'aimerais bien des explications. Autre fait plus ou moins notable de ce match, c'est l'expulsion de Thilo Kehrer pour une faute en position de dernier défenseur. Thilo Kehrer, c'est le 3e carton rouge en 1 an et demi. Bon, ça fait beaucoup. Hein. Comme Zakaria. Zakaria, 3 cartons rouges en 2 ans du côté de l'AS Monaco. Bon, les mecs sont abonnés, quoi. Ils aiment ça, se faire expulser quand même. Hein. Pourquoi ce match est samedi à 17h ? Bah parce que c'est Bean qui le voulait, tout simplement. C'est Bean qui avait le match, donc ils ont dit on le veut à 17h le samedi. Et parce que Lyon ne peut pas jouer le samedi, donc à la limite ils auraient pu mettre Marseille peut-être à 17h, mais Bean a choisi d'avoir ce match-là, quoi, c'est tout. Je pense qu'à cause des résultats, on a oublié à quel point Monaco a vraiment un 11 costaud. Oui. Après, Monaco, il y a 2 problèmes. Il y a un 11 costaud, mais qui a des trous d'air, et une infirmerie qui est tout le temps pleine. Enfin, c'est une folie, l'infirmerie de Monaco. Il y a tout le temps des blessés. Monaco, ils ont 2 faiblesses. C'est les latéraux, parce que Caio Henrique et Vanderson, quand l'équipe tourne très bien, c'est cool, mais ils savent pas défendre. Et en l'occurrence, les défenseurs de Monaco, c'est pas des assurances tout risque. Là, on a un très bon match de Salissou, mais Kerrer, il se fait encore expulser, donc il va être suspendu. Eric Dyer, il est blessé, ou il est suspendu, je sais plus, je crois qu'il est blessé. Maouissa, c'est pas terrible. Bon, il y a un problème défensif quand même. Il y a un problème défensif. C'est là où c'est le plus frustrant, c'est demi-temps de sans forcer le PSG, ils ont le milieu de cheat vite, puis Joao Neves, le moment où ils vont accélérer, ça va le faire. Ouais, mais je pense qu'ils se mettent en danger. Après, tant mieux, hein, ça nous donne du suspense. C'est quand même une saison qui est plus intéressante que quand ils ont 15 points d'avance à la trêve. Mais voilà, Monaco, moi je suis très déçu. Je suis déçu par 3 choses. Je suis déçu par leur mercato, que je trouve nul, globalement. Ils ont acheté un joueur dont j'ai déjà oublié le nom, je crois 10 millions. Je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas ce qu'il devient. Je suis déçu par le choix sportif d'avoir viré à 18h. Et c'est fou qu'on parle de déception alors qu'ils ont battu le PSG quand même. Hein. Mais je trouve que c'est un club qui fait des mauvais choix. Donc là, on a vu, Paul Pogba, il est rentré sur le terrain, c'est bien, il a joué 10 minutes. Est-ce qu'à un moment donné, Paul Pogba va être capable cette saison de jouer 90 minutes ? Je ne suis pas encore sûr. Non, Idumbo, c'est Idumbo dont je parlais. Idumbo, honnêtement, je connaissais pas le joueur, je vais pas vous mentir, moi je suis pas les zinzins de Twitter qui regardent tous les matchs. Il est Nikena, ça a été payé assez cher, mais c'est pas un mauvais joueur, il est jeune. Après, il a eu sa chance, c'est mi-figue mi-raisin, quoi. Mais Pogba est rentré sur un terrain, oui, bravo à lui. Ça prouve surtout que quand Monaco veut jouer un match, ils ont largement le niveau. Bon, c'est pas un grand match de Monaco quand même. C'est un bon match défensif. Ils ont été meilleurs que le Paris Saint-Germain, qui a surtout été très faible. C'est pas pour abaisser la performance des Monégasques, mais on est vraiment sur le pire match de la saison du Paris Saint-Germain. Et il n'y a pas de montée en puissance du côté du Paris Saint-Germain. On a vraiment l'impression qu'il y a 2 clubs du Paris Saint-Germain. Qu'il y a un club en Coupe d'Europe qui tient son rang, qui tient son statut de champion en titre, et puis il y a un club en Ligue 1 qui n'a pas grand-chose à taper, quoi. Si Monaco se contente de ça, ouais, voilà. Alors oui, ça reste le PSG en face, donc t'es content de gagner 1-0, surtout que t'as pris un carton rouge et compagnie. Mais en réalité, bon, c'était pas un match très impressionnant, quoi. Voilà. Et je suis curieux quand même de voir la suite de la saison du Paris Saint-Germain parce que tu sens que physiquement, c'est dur. C'est dur. Vous avez les jeunes qui ont un peu de mal. La Mayoulou, il n'y arrive pas. Mbaye, c'est pas si fort que ça. Ouais. C'est peut-être la bonne année. Pour qui, on verra. Est-ce que ce sera la bonne année pour Lens, pour l'OM, peut-être pour un autre club, on ne sait pas, la saison est encore longue, mais c'est peut-être la bonne année. Ça sert à quoi de parler de ce match qui est un énorme vol ? On en a parlé dès le début, du fait que doit y avoir rouge après la 11e minute. Maintenant, il doit y avoir rouge après la 11e minute, ça n'empêche pas qu'ensuite il y a un match à 11 contre 11. C'est pas comme s'il y avait eu un rouge pas mérité.
c'est un match à 11 contre 11, t'as le droit de jouer au foot aussi. Donc oui, dans un monde normal, Monaco est à 10 contre 11 et probablement que le Paris Saint-Germain gagne facilement, mais il se trouve que ça n'empêche pas le fait que c'était possible de gagner à 11 contre 11. On peut quand même parler du déroulement du match derrière, ça les empêchait pas de gagner, le Paris Saint-Germain. Donc ça reste un scandale. D'ailleurs, contre Monaco, c'est pas la première fois. Hein. Donnarumma s'était fait massacrer la tronche aussi. Mais l'année pour Nice ou Metz, exactement. Enrique va nous sortir une prépa de malade en hiver, je le sens. De toute façon, le PSG, il est programmé pour être au pic de forme en février-mars. Hein. Donc on verra en février-mars. Mais attention, parce que peut-être qu'en février-mars, tous les efforts seront concentrés pour faire le back-to-back en Ligue des Champions. On ne sait pas. En attendant, c'est plutôt cool, d'un point de vue neutre, de voir un championnat disputé avec un leader qui n'est pas le Paris Saint-Germain après un bon tiers de championnat. C'est cool. C'est cool. Voilà. On est content car ça faisait un mois qu'on n'avait pas gagné en Ligue 1, mais on ne saute pas au plafond car on connaît le club, on va aller perdre des points à Brest. Monaco. Puis là, surtout, tu vas partir avec une défense où tu auras Kerrer qui sera suspendu. Camara, tu es bien content d'avoir ton milieu de terrain parce que normalement, tu aurais dû repartir avec un Zakaria qui a encore un match de suspension et Camara qui en aurait pris 3. Ce manque de profondeur au milieu de terrain, il se fait sentir quand même. Koulibaly, c'est sympa, mais tu sens que c'est quand même limité, quoi. Ça relance un peu le championnat. Oui, c'est bien. C'est bien, ça nous fait du suspense. Voilà, tout ce qu'il y avait à dire sur PSG et Monaco. Qu'est-ce qu'on a de plus ? Si, j'ai noté quand même Radetzky. Bon match de Radetzky. Ça fait bizarre de voir Monaco avec un gardien qui fait des arrêts. Voilà, c'est pas tous les jours. C'est quand même à noter. Voilà. On va passer assez rapidement sur Paris FC AJ Auxerre. Le Paris FC qui se présentait sans Pierre Lesmelou et sans Maxime Lopez, sans Chergui aussi, tous les deux blessés, plus Lesmelou, je crois qu'il était suspendu, je ne vais pas dire de bêtises. Et la JOCR toujours décimée derrière, beaucoup de blessés, toujours une défense expérimentale du côté de la JOCR. Ça a été un match qui a été globalement dominé par le Paris FC, mais pas outrageusement dominé, avec une ouverture du score sur penalty de Kebal, après une main dans la surface de Akpa. Décidément, Akpa, il est vraiment pas verni cette saison. Le nombre de buts ou de penalty sur lequel il est impliqué, et ça veut pas dire qu'il est mauvais, hein, mais c'est juste, putain, il a pas de chat. Hein. Il a vraiment pas de chat, Clément Akpa. Hein. Le truc notable quand même, c'est que enfin, Auxerre a marqué. Enfin, Auxerre a marqué un but. Ça faisait depuis le 19 octobre qu'ils n'avaient pas marqué de but. Ça fait pratiquement 2 mois sans marquer de but, 1 mois et demi sans marquer de but. Donc voilà, c'est ce que tu dis, Fonfon. Ils ont réussi à prendre un but d'Auxerre, un but de Diomandé, après un coup franc repoussé. Il y a une tête, et vraiment une tête de Diomandé où ils font tourner les gardiens, le Paris FC. Et on a dit beaucoup de bien de Cambadio en début de saison, mais là, il est fautif sur le but de Auxerre. Il est fautif. Il est pas sérieux, la tête elle est pas très puissante et vraiment il se troue complètement. Donc voilà, on va dire 2 points de perdus pour le Paris FC qui fait une bonne prestation et un point précieux pour Auxerre qui avait terriblement besoin, à défaut de marquer un point, de juste marquer un but. Mais finalement, un Paris FC qui est dans plus que dans le ventre mou, hein. Ils sont 13e à la fin de cette journée. C'est quand même un peu décevant parce qu'il y a eu des moyens qui ont été mis, hein. Il y a eu des millions qui ont été dépensés, que ce soit pour Otavio, pour Lesmelou, pour Moses Simon, pour Willem Jebels, et au final on est sur une équipe globalement très très mid, avec effectivement un match pas très très fabuleux. On a 5 tirs cadrés dans le match. Candidat au but le plus moche de la saison, oui, bon c'est pas horrible non plus, hein. Mais bon, s'il fallait manquer un match, c'était probablement celui-là ce week-end. C'était probablement celui-là qu'il fallait. Sinayoko, il est encore au McDo avec Jean-Louis Leca. Sinayoko, il est passeur décisif là. Hein. C'est lui qui dévide la tête pour Diomandé. Donc c'est bien pour lui aussi, un petit peu pour la confiance. Mais malheureusement, ça suffit pas pour l'instant du côté d'Auxerre, quoi. Et c'est toujours pareil, Auxerre. C'est un excellent dernier. On a eu des derniers de Ligue 1 bien plus nuls que Auxerre. Mais il leur manque vraiment... il leur manque le supplément d'âme, quoi. Il leur manque la confiance. Je suis toujours relativement confiant sur le fait qu'à un moment donné, ça va tourner comme ça a tourné pour Metz il y a quelques semaines. Mais c'est une équipe qui pue le manque de confiance. Les 30 meilleures minutes de la saison du PFC ont été contre l'OL, évidemment. Non, ils ont été excellents contre l'OM aussi. Le match du PFC contre l'OM, ils prennent 5-2, mais ils sont très très bons. Et après, ils se font rouler dessus dans les 20 dernières minutes du match. Mais le PFC a des fulgurances, mais globalement, c'est moyen. C'est moyen. Moses Simon, c'est un vrai flop, hein. C'est un vrai flop, c'est quand même un mec qui a été recruté en grande pompe, c'est leur première grosse recrue en plus, avec Otavio. Moses Simon, ça va pas du tout, hein. Ils ont des choix de recrues qui payent pas, quoi. Le PFC a quand même pris Ikoné, ils ont pris Amari Traoré, c'est moyen, quoi. Moses Simon, c'est une bonne vanne, oui, effectivement.
Ils défendent n'importe comment contre l'OM tout le match. Oui, bah c'est le problème. À ce moment, ça s'est un peu réglé les problèmes défensifs. Hein. Parce qu'Otavio, le début de saison, il était calamiteux. Par contre, offensivement contre l'OM, c'était excellent, notamment Ilan Kebal. Mais pareil, devant, Jebels, Crasso, on ne sait pas trop qui, on ne sait pas trop quoi. Là, tu sens que l'absence de Lesmelou et de Lopez fait mal. Mais on est en droit d'en attendre un peu mieux du Paris FC. Aujourd'hui, le Paris FC, ils sont dans la même zone que Nice quand même. Vous voyez Simon, il n'a pas fait de miracle. C'est probablement une vanne, mais ouais. C'est quand même un mec, Moses Simon, qui a porté le FC Nantes pendant des années, qui statait de ouf, et qui, au PFC, est même pas top 3 des joueurs notables de l'équipe. Le joueur le plus notable, c'est Kebal depuis le début de la saison, et ça va probablement rester comme ça un bon bout de temps. Vous avez Lesmelou qui est notable, mais Moses Simon, il passe totalement au travers de sa saison, quoi. Après, Jebels, ça fait 10 ans qu'on sait qu'il est pas ouf. Jebels, il a très bien réussi en Suisse. Il aurait pu revenir d'entre les morts, hein. Mais Simon à Nantes me terrorisait perso. Même quand il jouait contre Lyon, moi je me souviens, il n'y avait que lui. Il prenait le ballon à gauche et on était tétanisés. Bref, Kebal Space Program, c'est une bonne vanne. C'est bien, il y a un concours dans le chat là. Très bonne vanne. Bon, pas grand chose à dire de plus sur ce match, on va pas s'éterniser. Franchement, j'en garde pas grand chose. Vraiment, j'en garde pas grand chose. C'est bien, cool pour Diomandé, cool pour Auxerre d'avoir mis un but. Maintenant, on to the next one. Hein. Ce sera quoi les prochaines échéances des deux clubs? Paris FC, ils vont aller du côté du Havre. Ça va être un match, attention pour le maintien de Paris FC, ça peut vite descendre. Hein. Et du côté d'Auxerre, il me semble qu'ils ont un calendrier qui est pas facile. Ah oui, c'est le match de la peur contre Metz. Le week-end prochain, Auxerre accueille Metz. Donc le 17e va chez le 18e. Attention, et derrière, ils vont enchaîner Lille, Brest, Lens et le PSG. Oh, les pauvres Auxerrois. Le calendrier des enfers. Ouh là 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 là. Et puis, ils ont pris Monaco en Coupe de France. Il y en a, ils prennent Raon l'étape. Il y en a, ils prennent Collonges au Mont-d'Or. Auxerre, ils ont pris Monaco. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça peut vite tourner au cauchemar chez nos amis de Bourguignon. Allez, on va passer au match rigolo de ce week-end, le match entre l'OM et le TFC. L'OM qui se présentait dans une compo plus ou moins habituelle, compte tenu des blessés de longue date, toujours sans Ahmed Traoré, toujours sans Medina, toujours sans Murillo, toujours sans Gouiri évidemment, avec un petit twist au début du match avec la titularisation de Bilal Nadir qui est sur une bonne lancée et une décision un peu chelou qui est de laisser Vermeuren sur le banc. D'ailleurs, il y est resté pendant tout le match. Et le Toulouse Football Club avec un absent notable, Yann Boho. C'est quand même un des maîtres à jouer de cette équipe, et donc on se retrouve avec une équipe plus ou moins traditionnelle, à la seule différence qu'on se retrouve avec Donum dans la zone de Boho et Emerson titulaire. Emerson, vous vous en souvenez, il a marqué une fois dans sa carrière, c'était contre Lyon, un doublé, et depuis plus rien. Et il aime bien les Olympiques, notre ami Emerson, puisque c'est lui qui ouvre le score sur un grand moment de passivité côté monégasque, c'est-à-dire qu'on croit que le ballon va sortir et Sidibé récupère le ballon le long de sa propre ligne de but et va lancer Emerson devant qui enrhume Aguerd. Franchement, je trouve que ça a été très gentil la façon dont les Marseillais en l'occurrence ont traité la passivité d'Aguerd qui s'est vraiment fait complètement enfumer par Emerson. Ouverture du score de Emerson et derrière un match un peu bizarre, globalement, un match un peu nonchalant de la part des Marseillais qui vont réussir à égaliser par l'intermédiaire de Péchao sur une très 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 belle ouverture de Bilal Nadir. Et ensuite, on a un superbe centre de Aubameyang, pourtant c'est pas son exercice, on le voit le plus, un centre très très long venu de la gauche vers Højbjerg qui fait une tête croisée magnifique. 2-1, l'OM se dirige vers, comme plusieurs fois cette saison, sur une victoire qui se dessine en fin de match après un début de match plutôt laborieux. Et non, puisque le TFC a une arme secrète et les Lyonnais, vous vous souvenez, parce que le match contre le TFC, ils avaient été infernaux avec ça, c'est les touches longues. Et donc on a une longue touche qui est la spécialité de McKenzie qui arrive dans la surface, et là c'est Hidalgo qui vient planter sa tête et planter un coup de poignard dans le cœur des Marseillais, une grosse climatisation, 2 points de perdus pour l'OM dans un match qui normalement aurait dû être maîtrisé jusqu'à la fin. Mais j'ai vu beaucoup de gens se moquer du fait qu'ils ont pris un but sur touche, mais la vérité c'est que les Toulousains ils sont super chiants sur les touches, super chiants. Contre l'OL, il a failli avoir but 2 fois sur des touches longues comme ça. C'est une arme, les touches longues. Donc oui, on peut se moquer, lol, ils ont pris une égalisation sur touche, mais la vérité c'est que le TFC travaille les touches longues.
travaille les touches longues. Et effectivement, la théorie des Olympiques se valide encore, puisque donc un match nul qui a quand même un goût de défaite du côté de Marseille pour une victoire qui a un vrai goût de bonne victoire du côté de l'OL, la théorie des Olympiques se valide à nouveau. Le vrai truc qui m'interpelle sur ce match, c'est le coaching de De Zerbi. Parce qu'on a dit la semaine précédente, et on l'a vu même en Ligue des Champions, Vermeuren, ça devient le meilleur milieu de ce club assez largement. Et là, non seulement il n'était pas titulaire, alors on peut comprendre qu'il le laisse au repos, mais il a fait rentrer Kondogbia, et Kondogbia en plus est plus ou moins fautif sur le but où il est au marquage de Hidalgo. Donc il y a une erreur de coaching à mon sens de la part de Roberto De Zerbi, c'est pas la première fois. Il y a eu des bons coachings de la part de Roberto De Zerbi qui ont fait gagner des matchs, notamment le match contre le Paris FC, mais là on est sur vraiment 2 points de perdus. Quoi. Vraiment 2 points de perdu. Ne pas mettre Vermeuren, mais mettre Angel Gomez titulaire, c'est une grave erreur. Gomez, Gomez, c'est peut-être on parlait tout à l'heure de Moses Simon. Gomez, c'est aussi une des grosses déceptions de ce début de saison. On est sur un joueur qui ressemblait vraiment à un bon coup. Hein. Il ressemblait à un très bon coup, Angel Gomez. Et pour l'instant, les bons matchs d'Angel Gomez, ça se compte sur les doigts d'une main. Je suis encore très gentil. Hein. On a ce coup franc tout pourri contre Brest, et c'est à peu près tout. Je suis vachement déçu parce que j'étais très jaloux, je vais pas vous mentir, en tant que Lyonnais, j'étais très jaloux du recrutement d'Angel Gomez. Je me dis putain, ça c'est un bon coup, j'aurais bien aimé que ce soit à l'OL qu'il le fasse. Et finalement, on a Angel Gomez qui est très très moyen, on a Kondogbia qui met plus vraiment un pied devant l'autre, Højbjerg c'est toujours vraiment très neutre quoi. C'est très neutre. Là, il est buteur, donc ça va, on va l'épargner. Mais c'est Vermeuren qui porte ce milieu de terrain. On l'avait identifié en début de saison. En tout début de saison, on a dit le milieu de terrain de l'OM, c'est un peu léger. Ils se sont renforcés avec Vermeuren, ils se sont renforcés avec O'Reilly ensuite derrière. Mais en tant que Lillois, on rit de voir Angel Gomez. Vous l'aviez senti, les Lillois, que Angel Gomez c'était mid? Vous étiez pas déçus qu'il parte libre? Ou vous riez parce que combien de E dans Vermeuren? Il y en a 5, je crois. 5. Un coup à la Thiago Mendes, exactement. Un coup franc à la Thiago Mendes. Pourquoi, après Angel Gomez, est-ce que c'est un si bon coup que ça? Personne s'est bousculé à la prendre à la fin de contrat. Je sais pas, je trouvais que c'était un bon joueur à prendre en fin de contrat. Force est de constater que c'était pas le cas. C'est un joueur qui, pour l'instant en tout cas, est très très moyen et pas à la hauteur des ambitions de l'OM, puisque je vous rappelle quand même que les moyens investis par l'OM sur les dernières années, et notamment sur ce mercato, doivent leur permettre théoriquement de jouer le titre, surtout avec un PSG qui pour l'instant traîne la patte. C'est un échec pour l'OM, à mon sens, que ce soit Lens qui soit leader du championnat aujourd'hui. Ça devrait être l'OM. On a normalement les moyens. Alors, il y a des blessés, c'est vrai. C'est chiant de faire sans Medina, c'est chiant de faire sans Gouiri, c'est chiant de faire sans Traoré. Mais je suis... Après, là, en vrai, c'est quand même un match qui tourne sur une touche à la 92e. Mais c'est pas un bon match. C'est pas un bon match. De la part de l'OM contre ce TFC qui est vaillant, mais qui touche... c'est le TFC après. Hein. Le TFC, c'est le Crystal Palace français. C'est vraiment le... Vous savez que le TFC, ça jouera jamais l'Europe et ça jouera quasiment jamais le maintien. C'est très rare. Ils sont là, ils sont tranquilles. Quand ils arrivent 8-9e, on dit pourquoi pas le TFC pour une petite place en conférence. Puis ils perdent, puis ils reperdent, puis ils passent 15e et tu dis TFC, attention pour le maintien. Puis c'est bon, ils regagnent, ils redeviennent 12e, 11e, 10e, 11e, 12e, 11e. Voilà, le TFC, c'est tranquillou. La Ligue 1 tranquillou, quoi. Il y a quelques années, c'était Montpellier ce rôle. Ouais, il y a des équipes comme ça. C'est des équipes de ventre mou. Il y a eu Reims qui était comme ça pendant une période. Reims, puis il y a une saison où ils font 5. Voilà, mais voilà, puis après ça va plus très bien, donc on fait 14. Mais on va être trop bluffé pour les gros, le TFC. Ouais, c'est un club marrant, le TFC. Pas gagné en 6 matchs, on a gagné une place. C'est vrai. Alors que nous, c'était moins chiant sans Kluivert, effectivement. Normalement, c'était Nantes aussi ce rôle-là, depuis des années. On a vécu un 16e d'Europa, contrairement à Nice. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon match contre Nice et Newcastle, Toulouse, ils étaient cuits. Ouais. Je pense qu'il y a de ça aussi. Physiquement, ils avaient l'air un peu rôtis, ouais. Ouais. La trêve va faire du bien pour l'OM. Mais après, il faut qu'ils récupèrent leurs blessés. Donc je pense on a quand même hâte que l'année civile se termine du côté de l'OM. Après, en vrai, vu les résultats en Ligue des Champions, enfin surtout avec la victoire contre Newcastle, t'es pas sur un mauvais début de saison quand même. Mais tu dois pouvoir faire un peu mieux quand même. Club marrant. Toulouse, c'est la friendzone du football. C'est ça. Après, on se moque. Le TFC, ça a un titre. Hein. Ça a un titre sur les dernières années, contrairement à l'Olympique Lyonnais et contrairement à l'OM.
Voilà, le TFC, ça a eu un titre plus récemment que les deux Olympiques. Donc voilà. Medina, il devrait revenir. Non, oui, il va revenir assez tôt. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Charlie Cresswell. Mais j'en parle tous les week-ends de Charlie Cresswell. J'en parle tous les week-ends. Là, je me suis dit, on va peut-être pas parler de Charlie Cresswell, mais c'est vrai que c'est un des meilleurs Toulousains dans le match. Mais bon, moi je vous ai déjà tout dit sur Charlie Cresswell. J'ai des têtes comme ça, j'ai l'impression qu'on en parle tous les week-ends et que tous les week-ends ils sont en contention pour l'équipe type. D'ailleurs, vous verrez, Mathieu Hudol est encore dans l'équipe type. Mais Charlie Cresswell, on a déjà tout dit les dernières semaines. Il a tout, ce joueur. Il a tout. Il est puissant, il est brillant, il est intelligent dans sa manière de jouer au foot. C'est, il crève l'écran, quoi. La bromance des Charlie, exactement. Mais il n'y a pas que lui, effectivement. Vous me parlez de Caceres, de Emerson. Emerson, moi je pensais que c'était un nulard, je vais pas vous mentir. Il avait vraiment le profil du mec qui met un doublé à l'OL et dont on n'entend plus jamais parler. Là, il fait un bon match, Emerson. Je pense qu'il est quand même un peu limité. Mais pourquoi pas. Et évidemment, vous avez parlé, mais Tali, ça va très très vite. C'est quand même un mec, c'est un bébé déjà. Il faut qu'il travaille son pied faible parce qu'il a vraiment pas de pied droit. Non, mais c'est intéressant cet effectif du. Mais vous n'avez pas parlé de Vossa non plus. Alors c'est pas le meilleur match de Alexis Vossa, mais Vossa, on en parlait en tout début de saison. Je vous avais dit, vous vous rappelez quand on avait fait une preview en tout début de saison, et je vous avais dit, je mettrais bien une pièce sur Alexis Vossa pour prendre une place de titulaire. Bon, elle a été prise aux dépens de la blessure d'Abou Francis et des blessures de Maxime Sauer et compagnie, mais quand même, il y a de la ressource chez ce TFC. Où est leur plafond ? Je crois malheureusement qu'il est autour de la 7e, 8e place, mais faut quand même admirer cette capacité du TFC à la fois de trouver des bons coups pas trop chers, comme des Charlie Cresswell qui vont chercher pour 4 millions, et de sortir des jeunes. C'est intéressant. Cresswell et McKenzie sont allés les chercher où ? McKenzie, je sais plus. Cresswell, je crois que c'était à Leeds. Je crois qu'ils l'ont récupéré à Leeds pour 4 millions. C'est un sacré coup quand même d'aller chercher Cresswell. Hein. Et McKenzie, c'était 4 millions, mais je sais plus où il jouait. Peut-être aux Pays-Bas, non ? Il jouait pas aux Pays-Bas, Cresswell ? McKenzie, pardon. Il était où ? Non, en Belgique, McKenzie ? Ouais, Belgique, Genk. Mais effectivement, vous voyez, c'est le même prix que Ruben Kluivert, quoi. Mais ça, on va en parler aussi, parce qu'effectivement, on va parler de l'option d'achat de Satriano et compagnie quand on parlera de l'OL, mais c'est des bons coups. C'est des bons coups. Après, Toulouse suffit de se foirer sur un mercato et c'est finito. Ouais, mais pour l'instant, ça tient. Ils se sont foirés sur des mercatos à Toulouse. Mais pour l'instant, ça tient. Il n'y a pas eu que des bonnes recrues. Mais même, il y a des joueurs à maturité tardive. Donum, ça a mis du temps avant de devenir un joueur fiable. Donc, par exemple, Abou Francis, je suis pas sûr que ce soit une recrue de feu. Hein. Qu'est-ce qu'on dit à Abou Francis, justement ? Abou Francis, on dirait tellement un blaze insultant de Sophia Aram envers un député LFI. Exactement. Très drôle. Très drôle. Voilà, donc 2 points de perdus pour l'OM ce week-end, 2 points de perdus et l'occasion ratée de passer en tête de la Ligue 1, puisque l'OM avait l'occasion de passer devant le Paris Saint-Germain, c'est raté. Et on va enchaîner avec l'autre surprise de ce week-end, il y en a eu pas mal quand même, c'est la défaite de Strasbourg face à Brest. Défaite de Strasbourg. Attention, Strasbourg qui n'est pas dans une très très bonne passe, alors que Brest revient d'entre les morts. Hein. On était sur un club qui était en grande difficulté depuis quelques temps, et là qui vient d'enchaîner du coup avec cette victoire contre Strasbourg. La deuxième victoire, ils étaient sur 6 matchs sans victoire, Brest, avant de gagner contre Metz dans les dernières secondes. Et là, c'est une victoire à l'arraché, mais méritée, pour Brest, qui a été bien meilleur en seconde période. On était sur une équipe de Strasbourg qui avait mis Emega sur le banc, qui avait été très mauvais le week-end dernier, et donc une triplette Pez, Anciso et Panicelli devant, plus le retour de Doucouré qui pour cette fois était mis au milieu de terrain. Il n'y a quand même pas beaucoup de constance dans les 11 de départ. Hein. Du côté de Strasbourg, on sait qu'ils font tourner partout. Et du côté de Brest, on avait un absent de marque qui était Bradley Loco, également Majeski qui a été mis de côté, et Koulibaly qui était également absent, le défenseur central, puisqu'il est prêté. On avait donc une équipe assez classique hein, du côté de Brest. Assez sympa de voir d'ailleurs que Pathé Boup a gagné ses galons de titulaire. On avait Rémi Labolascari et Mama Baldé qui étaient sur le banc au début de ce match. Et ça commence pas très bien pour Brest, puisque l'ouverture du score arrive à la 11e minute sur un centre long et fuyant de Ben Chilwell qui va trouver Amo Ameyo, je sais jamais comment on écrit son nom, au second poteau. Bon, on se dit oui, bah logique respectée, mi-temps plutôt équilibré, mais c'est Strasbourg qui est le plus dangereux.
Et Strasbourg s'écroule. Strasbourg s'écroule en deuxième période. On a un retour des vestiaires avec un penalty concédé par Strasbourg sur une faute justement de Samuel Amoameyo sur Junior Diaz. Alors, on ne sait pas ce qu'il foutait dans la surface, mais bravo à lui. Penalty converti cette fois par Del Castillo qui s'était raté contre Metz avant de enfin réussir. Ensuite, il avait raté un péno avant d'en marquer un autre 5 minutes plus tard. Et alors là, on a un match qui se tasse un petit peu jusqu'à la 82e minute. Et alors là, on a une Thorsten Frings, pour les moins jeunes d'entre vous, de Hugo Magnetti, qui reçoit un ballon. Moi, j'adore ces buts-là. J'adore, c'est des buts à l'ancienne. Ça n'existe plus, ces buts-là. On n'en voit plus des buts comme ça, parce que c'est irrationnel. C'est plus rentable. C'est comme les paniers à mi-distance en NBA, ça n'existe plus trop, parce que c'est pas rentable. Magnetti qui arrive comme un boulet de canon, et il envoie une missile rasant. Vous savez, les balles qui redescendent pas. Vraiment, c'est foum. Mais quel but de malade. Moi, je me suis levé. Je vois un mec dans le chat qui dit: je me suis levé de mon siège. Moi, j'ai hurlé. Je trouve ça extraordinaire. C'est un but extraordinaire de Hugo Magnetti. Et il les tente comme ça. C'est ce genre de joueur qui met des patators. J'ai vu Maréval. Non, Maréval, en plus, elle est un peu enroulée. Ça n'a pas rien à voir. C'est la même distance. Maréval, il y a vraiment une trajectoire de la balle. Là, c'est vraiment la patate. La patate. 109 km/h la frappe. Ah ouais, c'est une frappe Roberto Carlesque, quoi. Magnetti s'est cru en Bundesliga en 2007. Ouais. Exactement. Je pense que c'est un des plus beaux buts de cette saison. Parce que moi, j'aime les buts comme ça, les frappes de cochon, les frappes de gros cochons, de mecs qui réfléchit pas, de mecs qui envoient son patator, et 99% du temps ça va tuer un spectateur en tribune, mais là ça tue les filets, et donc 2-1 pour Brest à la 82e minute qui va tenir le score et permettre de se donner de l'air, puisque maintenant Brest est 11e, revient dans une zone qui est plus la sienne que cette lutte pour le maintien qui s'annonçait après les 6 matchs sans victoire. Je suis rassuré pour Brest, qui est un club que j'aime beaucoup. Désolé, mais Satriano a marqué. Oui, c'est vrai. J'étais dans la rue, j'ai hurlé. Le ballon était sorti en touche avant. Alors oui, effectivement, il y a débat, puisque sur l'action du but, il y a Mabaldé qui contrôle un ballon qui a l'air dehors. Sauf que là, pour une fois, l'arbitrage a été intelligent. Aucun angle qu'on avait permet de dire à coup sûr que le ballon est sorti de la zone de jeu. Donc ce n'est pas une erreur manifeste. Là, pour le coup, il y a une bonne application de la VAR. Quand vous voyez l'image, vous ne pouvez pas dire c'est sûr. Je vous rappelle que le ballon doit être entièrement sorti. S'il y a un bout de ballon qui touche un bout de ligne, le ballon est dedans. C'est comme au tennis. Et du coup, il n'y a pas la certitude absolue de dire le ballon est sorti. Donc s'il n'y a pas la certitude absolue que c'est une erreur, à ce moment-là, la décision initiale tient. Et c'est comme ça qu'on devrait arbitrer. C'est comme ça qu'on devrait arbitrer un match de foot avec la VAR. C'est de se dire, il n'y a rien sur ce que je vois qui me permet d'être sûr que j'ai fait une erreur. Et c'est la même logique sur le carton rouge de Nantes. Pour moi, le geste de Mwanga, si tu sors rouge, c'est OK. Si tu sors jaune, je ne suis pas outrageusement choqué. Et quand tu revois les images, ce n'est pas une erreur manifeste à mon sens. Il y a trop de décisions de ce type-là, je suis pas sûr, du coup je change d'avis, mais tu es forcément, en tant qu'arbitre, influencé par le fait qu'on t'ait appelé, je pense. Et là, je trouve que c'est du coup un bon arbitrage. Effectivement, vous me parlez de Panicelli. Panicelli, il y a vraiment un côté Cavani, un côté même Ibrahimovic dans certaines gestuelles. Là, il marque pas, mais je crois qu'il touche la barre, ou alors il y a un arrêt vraiment réflexe. Panicelli va finir à Chelsea. Il va pas rester longtemps à Strasbourg, le petit haut. La goal line tech pour les touches. Oh, ça m'étonnerait pas qu'on y arrive pour le coup. Le joueur qui touche la balle avec son genou droit alors que le pied gauche est sur la ligne quand même. Mais tu n'as pas la certitude. Un ballon, quand c'est au-dessus d'une ligne, tu peux avoir l'impression qu'il est largement sorti, alors ce n'est pas le cas. Mais on y viendra à la goal line pour les touches. Et ce sera pas plus mal. L'équerre qu'il met en pivot du coin de la surface. Oh, l'équerre. Oui, c'est l'équerre, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est un joueur frisson, Panicelli. Et puis il a tout, on en a déjà parlé. Là, il marque pas, mais Panicelli, il a un arsenal à sa disposition. Il a la puissance, il a la vitesse, il a le flair, la grinta à l'Argentine. Il va aller très très loin. Très très loin. Après, on peut se dire que l'arbitre n'est pas bien sûr de ce qu'il a vu et souhaite de lui-même revoir la situation. Oui, aussi. Mais là, moi, je suis désolé, quand je vois les images, instinctivement, je me dis, c'est possible qu'elle soit sortie. C'est possible. Mais comme c'est pas sûr, comme on n'a pas l'image de l'angle qu'il faut, on peut pas se dire c'est sûr qu'elle est sortie. Et Mega va rester à Strasbourg car Panicelli lui pique sa place. Franchement,
Franchement, à ce rythme-là, ils vont peut-être le rendre, hein. Ils vont peut-être faire un retour au magasin, hein. Ils vont dire en fait, c'est pas lui que je veux, c'est lui. Je veux lui là, je veux l'Argentin. On vous rend Emega. Brest se tape tellement une saison pourrie, jusqu'ici, il mérite un peu de bonheur. Ouais, c'était dur pour Brest, hein. Moi, j'étais inquiet pour Brest. Il y avait quand même une période où le président dit qu'ils vont jouer une relégation. Le coach, il n'était pas bien, il était malade. Là, il a l'air d'être un peu mieux. L'effectif, il y a quand même une satisfaction, c'est de voir qu'il y a quand même un effectif qui est limité du côté de Brest, c'est normal. Et vous aviez le jeune Guindo, qui était Guindo, qui était arrière gauche, que j'ai trouvé vraiment bon pour le coup. Alors, il sera pas dans l'équipe type parce parce que Mathieu Hudol existe, mais c'est rassurant de voir que les remplaçants, que ce soit Junior Diaz ou Guindo, arrivent à produire des matchs de qualité. Même Boop a gagné sa place de titulaire, c'était pas gagné en début de saison. Donc c'est une équipe qui est en train petit à petit de se donner de l'air. Et j'espère pour eux que ça va continuer comme ça, parce que c'est un club que j'aime beaucoup. La question du gardien, je pense qu'elle est réglée, très clairement. Parce que le match de Couder est excellent pour le coup. Il n'avait pas été franchement rassurant sur le début, mais là, je vois pas comment Majeski revient dans ces 11. Couder amène des garanties qui sont légères, mais qui sont supérieures à celles qu'amène Majeski. Brest avait un accord avec un gardien suédois qui finalement part à Côme, mais là, bon bah, si Couder il aligne ces prestations-là, ce sera jamais aussi bon que Bizot, on est bien d'accord. Mais c'est suffisant pour un club qui a les ambitions de Brest actuellement, c'est-à-dire faire ventre mou, ce sera déjà pas mal par rapport à la situation dans laquelle ils sont. Donc voilà, je suis content pour Brest, je suis content pour ce club que j'apprécie particulièrement. On a le droit d'avoir des préférences. Le Havre-LOSC, c'était pas le match le plus fascinant du week-end non plus. Le LOSC qui se présentait avec deux choix principaux. Giroud en pointe une nouvelle fois, toujours pas de Higaman titulaire. On avait essayé Giroud-Higaman en pointe tous les deux, ça avait pourtant pas si mal marché. Et Ngoy plutôt que Mbemba derrière. Le Hack qui lui restait sur une dynamique plutôt ok, même s'il y avait 3 matchs sans victoire, un petit matelas sur le maintien, et c'est un match assez classique de la part du Havre. C'est-à-dire qu'ils ont été vaillants, ils ont été intéressants, ils ont été dangereux, mais ils se sont fait avoir par naïveté sur un match où, en plus, ils chattent, dans le sens où Boadi se prend un carton rouge mérité, ils chattent pas vraiment, mais ils sont en bonne posture, le Hack, ils sont sur un bon match, ils sont à 11 contre 10, et puis ce qu'on appelle dans le jargon la chatte à Genesio, quoi. Voilà, il y a c'est pas vraiment d'achat puisque c'est juste un exploit d'Higaman qui résiste à 3 mecs, qui glisse à Haraldsson, derrière pim pam poum et but de Higaman, 1-0, on remballe et victoire du LOSC. Donc c'est un match qui est pas rassurant pour le LOSC, qui est rassurant pour le Hack, mais au final c'est 3 points pour le LOSC. Donc voilà, c'est une équipe qui est pas très bien payée, le Havre. Ils ont fait plein de fois ce match-là. Le match où vraiment ils sont intéressants, ils sont vaillants, puis ils se font avoir par meilleur qu'eux, parce que factuellement, ce qui sauve le LOSC, c'est le banc, là, ils sortent le monstre là du banc, et puis ça marque. Mais c'est une équipe qui a de la ressource sans avoir aucun joueur star. T'en penses quoi, Didier Digard? Je trouve qu'il fait du bon taf avec le matos qu'il a à sa disposition. Didier Digard, il a des bouts de bois quand même. C'est pas des nullards sur le terrain, on est d'accord, hein. Mais c'est un effectif de Ligue 2, le Hack, sur le papier. C'est un effectif qui est construit avec 0€. C'est un effectif, nous, anti-gaspi, quoi. Donc, l'action est superbe. Ah oui, l'action est magnifique. L'action du but de Higaman est magnifique. Mais j'espère que le Havre va se maintenir. Parce que je suis assez admiratif du travail qui est fait au Havre. Et je trouve ça beau qu'une équipe qui travaille avec rien puisse réussir quand même à se maintenir en Ligue 1. C'était déjà un miracle qu'ils soient montés l'année où ils sont montés. Ils sont champions. Et c'est déjà un miracle qu'ils soient encore en Ligue 1 compte tenu de leurs moyens. Enfin, ils ont acheté personne cet été, le Havre. Ils ont perdu des joueurs et ils ont remplacé par vraiment l'auberge espagnole. Des mecs sortis de nulle part, à droite, à gauche. Ça doit travailler avec des mecs qui regardent des matchs de division obscure du côté du Havre. Donc voilà. Et c'est un peu pareil, ça me fait une bonne transition. J'ai pas noté d'ailleurs, mais Giroud est sorti blessé quand même, à noter. D'ailleurs, c'est ça qui donne le match à Lille, puisque la sortie de Giroud provoque l'entrée d'Higaman, et c'est Higaman qui marque. Donc quand même un coup dur du côté du LOSC, et ça nous permet d'enchaîner sur, justement, non, c'est pas celui-là que je veux, c'était Angers-Lens. Voilà, Angers-Lens, puisqu'on parle d'équipes qui sont pas forcément bien payées. Le SCO qui s'est incliné face à Lens. Bon, pour le coup, c'est une victoire méritée de Lens. Victoire méritée avec un doublé de Florian Thauvin. Ça avait commencé avec un
une ouverture du score à la 45e minute. Je me souviens plus trop du but. Si, c'est une frappe de 20 mètres de Thauvin, qui est vraiment puissante en plus, très puissante cette frappe. Deuxième but de Thauvin avec Beidou qui récupère assez haut et qui glisse à Thauvin qui vient finir. Derrière, juste après, le SCO qui va se redonner un peu d'espoir avec un mec dont j'ai oublié le nom. Djibirin, je crois. Djibirin. Donc ils ont encore sorti un joueur sorti de nulle part. Lens a fait un meilleur match que le SCO, mais le SCO s'est bien battu. C'est bien battu. Effectivement, il y a encore une fois une décision arbitrale un peu absurde. Il y a un penalty qui est sifflé et qui est annulé ensuite. J'ai revu les images, je comprends pas pourquoi il l'annule. Alors c'est la fameuse zone grise, j'imagine, mais en fait c'est plus que ça. Je comprends pas comment c'est une erreur manifeste de donner le péno. Parce qu'il y a un contact. L'arbitre décide de juger après avoir vu la VAR que c'est trop léger. Mais en fait, à partir du moment où tu siffles, c'est pas une erreur manifeste de siffler ce penalty. C'est pas une erreur manifeste. Le joueur se laisse tomber avant le contact. Oui, mais il y a contact. Donc, est-ce que s'il le siffle pas, c'est scandaleux? Non. Pour moi, effectivement, on est dans la zone grise. Effectivement, on est dans la zone grise, mais du coup, on nous a expliqué contre Lyon qu'il y a cette zone grise. Et que quand bien même, quand on regarde l'action à froid, c'est pas forcément la bonne décision. Si on est dans la zone grise, la décision doit être maintenue. Donc je comprends pas, parce que pour moi, c'est pas un scandale de siffler penalty. Il y a contact, il est déséquilibré, il en refait, il en fait beaucoup par-dessus. Il n'y a rien qui justifie dans le règlement d'annuler ce penalty. C'est la mauvaise utilisation de la VAR, effectivement. Là, on a un arbitre qui est appelé, qui du coup doute de sa décision, regarde et se dit « Ah ouais, j'avoue ». Mais le « ah ouais, j'avoue » suffit pas normalement dans le cadre d'utilisation de la VAR. C'est pas une erreur manifeste que de siffler penalty sur cette action-là. C'est peut-être un penalty généreux, légèrement généreux, mais c'est pas un penalty inexistant. Donc effectivement, c'est encore un exemple de mauvaise utilisation de la VAR. Donc voilà, pour moi, c'est pas une bonne utilisation de la VAR comme ça. Le truc, c'est qu'il saute un peu avant, on dirait qu'il fait exprès, mais le contact est réel. Pour moi, il y a contact. Est-ce qu'il y a amplification? Oui, mais il y a contact. Lens paye des arbitres. Super. Ils n'ont pas de budget pour ça, hein, malheureusement. Donc bref, on dit rien, ça m'a permis de valider mon combiné. Donc voilà, victoire de Lens. Moi je suis content quand même pour Pierre Sage. Que Lens soit en tête du championnat, c'est quand même une belle histoire. Un club qui bosse bien, avec des bonnes recrues, toutes les recrues fonctionnent. Tous les week-ends on dit la même chose sur Lens. Tous les week-ends on dit putain Sangaré, putain Udol, Beidou c'est fort. Tout le monde est fort dans cette équipe. Tout le monde. Il n'y a pas une erreur de casting. C'est fou quand même. Le SCO dérange. Non, le SCO... Le SCO, c'est pareil, c'est comme le Havre. Ça travaille avec des miettes, et ça travaille pas si mal. Parce que franchement, l'effectif du SCO, et encore, tu as récupéré Aminsby, c'est un coup de maître d'avoir récupéré Aminsby, même si bon, il est pas monstrueux sur tous les matchs. Mais tu travailles quand même avec une équipe... pareil, c'est un effectif de Ligue 1,5, quoi. Mais ils se sont bien battus. C'est pas là qu'ils joueront leur saison, de toute façon, Angers, on le sait. Mais c'est une équipe qui se défend très très bien, comme le Havre. C'est une équipe qui fait de son mieux et qui travaille pas trop mal. Deux frères de fauve avec le SCO et le HAC, exactement. Bon match de Gagnou, tout proche de marquer. Ouais, Gagnou de nouvelle fois titulaire, en train de gagner ses galons de titulaire, avec l'absence de Gradit. Ouais, bon joueur quand même, belle trouvaille. Gagnou, moi j'ai trouvé Sangaré excellent, encore une fois, qui tape la barre en fin de match aussi. Après, Lens, on répète les mêmes choses, mais... Quelle capacité à recruter des joueurs de talent, quoi. Risser aussi, masterclass comme recrutement. Ouais, gros arrêt de Risser en fin de match aussi. Pareil, que des bons coups entre 3 et 8 millions, quoi. Thauvin, c'est une très bonne pioche. Sangaré, c'est un monstre. Risser, 3,5 millions. Et c'est un gardien qui a le niveau titulaire Ligue 1. Udol, c'est le coup du siècle. Beidou, c'est un bon recrutement. Hudson-Edouard, c'est un bon recrutement. Franchement, faut juste dire bravo, quoi. Voilà. Prendre Ghezal quand le SCO récupère Sbaï, c'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Surtout que je pense que Sbaï prend la moitié du salaire de Ghezal, au moins. On joue comme on s'entraîne comme on est dirigé du lance qui marche. Ouais, je pense qu'il y a un vrai fit humain entre Pierre Sage et les équipes de Pierre Sage, que Pierre Sage, il n'est pas tout seul, et la mentalité de Lens et la mentalité de l'effectif. C'est un exemple de club où tout tourne bien. Est-ce que tout tournera bien pendant toute la saison? On va voir. Mais aujourd'hui, un RC Lens qui est à 30 points après 14 journées, donc plus de 2 points par match, c'est fort. C'est exceptionnel. C'est fort. Ghezal, on ne le voit plus trop, d'ailleurs, il est blessé. Oui, il est blessé.
Donc je suis curieux de voir jusqu'où ça va durer ce RC Lens. RC Lens qui a mal commencé la saison, sinon il serait encore plus haut, hein. Ils perdent contre Lyon en début de saison, mais ils méritent de gagner. De SCO, ce qui me fascine, c'est le travail de préparation mentale. Ils auraient 1000 occasions de se décourager, de se démotiver, malgré la faiblesse. Ouais. Ils arrivent à se reprendre et gagner les matchs importants. Ouais, Udol, c'est un sacré pari. Bah ouais, Udol, ils le prennent, il s'est fait 3 fois les croisés, un truc comme ça. Le mec est en 1000 morceaux. Et pourtant, ils vont le chercher à Metz, ils l'arrachent à Metz, hein. Il part en mauvais terme, Udol. Et en plus, Udol, il a une polyvalence. C'est-à-dire qu'au début de saison, il jouait axe gauche de la défense. Maintenant, il a pris la place d'arrière gauche à la place de Daver Machado, qui était blessé et qui a perdu sa place derrière. C'est fou quand même. Encore une fois, peut-être qu'on. Fonseca fait du bon taf à Lyon, hein, compte tenu de l'effectif qu'il a, hein. Mais je suis quand même un peu triste que Pierre Sage ait été dégagé comme ça. Il a été dégagé à la première mauvaise passe. Et finalement, pourquoi, quoi? Voilà, il y a quelques regrets à avoir en voyant que Pierre Sage fait du super travail. Pierre Sage et son adjoint Jamal Alioui. Et ils perdent contre Metz. Oui, bah ça arrive, ça. Après Metz, Lens, ils ont du mal contre les équipes comme ça. En fait, Lens, c'est une équipe qui commence à être une grosse équipe. Donc, quand ils tombent contre des équipes qui jouent bloc bas, bah, c'est moins facile pour eux. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la rigolade. Voilà, allez, on rigole. Une minute de silence pour l'OGC Nice. L'OGC Nice, qui restait sur 5 défaites de suite, bah, ça fait 6. Voilà, bravo. Une attaque titulaire Mofi chaud. Bon, pas terrible sur le papier, hein. Un mercato catastrophique, hein. Ils ont recruté Kevin Carlos pour 5 millions, il est nul. Ils ont recruté Isaac Johnson pour 10 millions, il est catastrophique. Un club mort, l'OGC Nice. À l'inverse, c'est la première victoire à 11 contre 11 pour Lorient, qui va se faire beaucoup de bien. Et pourtant, tout avait plutôt bien commencé pour Nice, puisqu'il y a eu un contre son camp de Avom en début de match. Donc Nice menait 1-0 avant de se faire remonter 1-1, 2-1, 3-1. Donc défaite bien tassée sur un premier cafouillage niçois où ils font vraiment n'importe quoi. Genre ils perdent 4 fois le ballon en 30 secondes et c'est Abergel qui marque avec une frappe déviée. Derrière on a Kwasi qui transverse tout le monde et qui centre pour Soumano, et derrière un corner et c'est Meïté qui dévie pour Soumano une nouvelle fois, doublé de Soumano qui a fait un très bon match, quand même pu marquer un 3e but avec une grosse occasion derrière. C'est une victoire presque surprenante de Lorient, même si je pense qu'aujourd'hui n'importe qui peut battre Nice, très honnêtement. J'ai effectivement une pensée, comme tu dis Mitsuko, pour le mec qui commente les matchs en live de Nice. Il faut lui donner une prime de pénibilité, le pauvre. Mais ce qui va nous intéresser au-delà de ce match, bon, on va passer sur Lorient rapidement, mais très bon match défensif de Lorient, malgré l'ouverture du score qui est un peu malheureuse, mais très bon match de toute l'arrière-garde lorientaise. Ça a souvent été un point faible en début de saison, là ça commence à prendre forme, les Montassar Talbi, les Meïté et compagnie. Soumano, très bon match également, c'est ça dont ils ont besoin Lorient de façon pour espérer le maintien. Et en face, on est sur un club qui est en phase de mort complète, quoi. On a donc cette situation sportive où on est quand même sur la pire équipe d'Europe, l'OGC Nice. L'OGC Nice, ils en sont à 17 matchs sans victoire en Coupe d'Europe d'affilée, c'est le record, hein. Le record co-détenu avec le LOSC. 17 matchs sans victoire, ils sont derniers. Ils sont 36e de Ligue Europa, derrière le Maccabi Tel Aviv qui a perdu 6-0 contre Lyon quand même, hein. Donc déjà, on est sur une situation européenne qui est très franchement honteuse, très franchement scandaleuse. La situation sportive, ça va pas du tout. Ils végètent très proche de la lutte pour le maintien. D'ailleurs, Franck Hez l'a dit, on va jouer le maintien cette saison. Et en plus de ça, il se passe des choses très graves du côté de l'OGC Nice, puisqu'au retour de Lorient, les joueurs ont été alpagués par un groupe de 400 supporters qui étaient visiblement bien éméchés, nous a dit l'article d'RMC Sport. Et on a eu un truc très très grave que, dans mes souvenirs, je n'ai jamais vu en Ligue 1, avec l'agression caractérisée de Terem Moffi et Jérémy Boga qui se sont fait agresser, tabasser par des supporters. On parle de coups de poing dans le ventre et dans les parties intimes, d'insultes racistes, de crachats. Les 2 joueurs sont en arrêt de travail. Mais on est où, quoi? On est où? Vous vous rendez compte, quoi? Le bus arrive, ils font monter des représentants des ultras dans le bus, ça s'embrouille dans le bus, et après on leur dit il faut que vous descendiez voir les supporters. Alors oui, ils en sont à 6 défaites d'affilée, c'est un club qui va pas bien. Mais ça va. Je veux dire, on a eu des situations dans le foot français il n'y a pas longtemps où on a eu un club qui s'appelle l'Olympique Lyonnais qui était à 7 points en 14 matchs bon dernier, et on n'a pas vu des scènes comme ça. La protestation, mettre la pression, critiquer, c'est normal, ça fait partie du foot que les supporters soient pas contents, qu'ils viennent manifester et compagnie, mais là on parle de crachats, d'insultes racistes et d'interruption temporaire de travail. Les mecs sont en arrêt de travail parce qu'ils se sont fait tabasser par des supporters. Mais on est où, quoi? On est où?
Et je trouve, alors là, ça fait quand même la première page de l'équipe et compagnie, mais c'est gravissime, quoi. C'est gravissime. Il y a une direction à Nice. Bah, on sait pas trop. Ils ont communiqué, ils ont fait un communiqué justement pour expliquer qu'il y avait un arrêt de travail et que les incidents étaient très graves. Mais c'est un club qui est en dérive totale, quoi. Dérive totale. On ne comprend pas pourquoi Francaise a prolongé. Il s'est mis dans un bouillon. Je pense qu'il attend qu'une seule chose, Francaise, c'est qu'on le licencie, mais il n'a pas envie de partir de lui-même. Mais franchement, c'est une catastrophe, ce club. La honte sur la scène européenne, parce qu'il y en a qui oublient, hein. Il y en a qui oublient, mais l'OGC Nice, ils étaient en tour préliminaire, hein. Ils se sont fait tarter la gueule par Benfica. Ils sont sur une série absolument incroyable, quand même. Et parfois, ils ont gagné. Parfois, ils gagnent et tu te dis, ah, bah, il y a peut-être un peu d'âme là-dedans. Il y a eu des bonnes performances. Il y a des joueurs, on comprend pas ce qu'ils font. On sait qu'il y a un problème contractuel avec Jonathan Klaus. On sait que ça se passe pas bien avec le recrue. C'est franchement le truc qui s'est passé là aujourd'hui, lundi soir, là. Je n'en revenais pas. Ça a été sorti par Foot Mercato et par principe, Foot Mercato, je me méfie. Je me suis dit, ça paraît tellement lunaire que je refuse d'y croire. Et ça a été confirmé par RMC Sport et confirmé par l'équipe. Cette histoire d'insultes et de coups dans les parties intimes. Désolé, rien que d'en parler, c'est complètement absurde, quoi. Les mecs sont pris des coups dans les couilles, quoi. Parce qu'ils sont mauvais sur un terrain de foot. Alors, il leur est reproché Jérémy Boga aurait offert ses places à des supporters marseillais, à des amis marseillais lors du match contre l'OM, et Terem Moffi aurait rigolé après une défaite. Alors, c'est pas bien, c'est pas cool. Mais depuis quand on tabasse des gens pour ça? Bon, on marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête, on parle de mecs qui sont en arrêt de travail parce qu'ils sont blessés, quoi. Ils vont pas pouvoir jouer le prochain match. Voilà, bref. Donc, on oublie parfois qu'il y a quand même des publics de merde aussi ailleurs que dans les gros clubs, hein. Voilà, c'est rigoler avec son ancien président. Oui, bah il est pas malin, c'est pas grave. C'est pas cool, évidemment. Il y a des joueurs, ils sont sont pas très malins. Mais enfin, ce niveau de violence, j'ai pas souvenir de l'avoir vu quelque part en France envers des joueurs. Dans l'article L'équipe, il y a des déclats lunaires de policiers sur place et syndicats Alliance qui minimisent les faits. Pas trop surpris, hein, parce que je crois que les supporters niçois et la police, ils s'aiment bien normalement. Bref. Logiquement, les deux joueurs rejouent plus, hein. Voilà. C'est encore plus con de lui tomber dessus pour ça, justement. Non, mais tu peux critiquer les joueurs qui font preuve de désinvolture. Voilà, les mecs qui s'en foutent du club, même les mecs qui respectent pas le club, tu peux les invectiver, tu peux leur mettre la pression, il y a pas de problème. Mais là, on parle de violence physique, quoi. D'insultes racistes, de crachats. Enfin, dans quel monde on crache sur des joueurs de foot, quoi? Dans quel monde? Et en plus, ses propres joueurs, quoi. Enfin, bref, c'est lunaire. Lunaire. On va pas souhaiter des mauvaises choses à l'OGC Nice parce que tous les supporters ne sont pas représentés par les débiles qui ont fait ça. Mais c'est quand même difficile de ressentir un peu comment dire, de compassion pour ce club-là qui est laissé à l'abandon, qui n'inspire rien, dont le mercato est pourri et dont les supporters se comportent comme ça, hein. Voilà, c'est un fléau national de toute façon, hein. Le foot est gangréné par la violence, gangréné par le racisme. C'est un reflet, une loupe sur la société. Mais là, on atteint des trucs qu'on n'a jamais vus. J'ai vu en début de live, vous me disiez oui, mais à l'OM, ils ont fait cramer le centre d'entraînement. Oui, bah c'est pas bien. C'est pas bien de faire cramer des sapins, effectivement, mais ils n'ont pas agressé physiquement les joueurs. Et c'est pas parce qu'ils ont caillassé un bus avec un coach dedans que c'est bien non plus. Donc on peut que se désoler de voir que ça prend des proportions qui sont absurdes, quoi. Voilà, on fait pas ça en fait. On fait pas ça, c'est tout. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que, bon, bah, on a toujours un club de Lorient dont on ne sait pas trop quoi penser, avec un très très bon joueur qui est Arsène Kouassi, on le sait, encore passeur décisif cette fois, et bah, finalement une ligne d'attaque qui commence à se mettre en route, quoi. Donc on verra, la lutte pour le maintien s'annonce vraiment intéressante, quoi. Et on termine par le match sur lequel on va passer le plus de temps. Je n'ai même pas revu les buts, très honnêtement, parce que j'étais au stade pour ce match-là, le match entre Lyon et le FC Nantes, un match qui se sépare en deux, globalement, avec une première mi-temps franchement abyssale, une purge monumentale, et une deuxième mi-temps forcément plus agitée, puisqu'il y a eu carton rouge pour Junior Mwanga à la 43e minute. On se présentait en début de match avec une compo totalement expérimental du côté de l'Olympique Lyonnais, avec un 3-4-2-1, avec quasiment aucun joueur à son poste. On s'est retrouvé avec une défense centrale Tagliafico, Niakate, Tessman, un milieu de terrain Carvalho, Morton, Tolisso qui était positionné
en MOC, MOG, on comprenait pas trop. Abner, qui était soi-disant arrière latéral gauche, mais qui s'est retrouvé à jouer milieu de terrain pendant que Tagliafico... Enfin, c'était un peu n'importe quoi la manière dont on s'était animé côté lyonnais. Ça n'a pas si mal fonctionné. Du côté de Nantes, on était en 4-3-3 avec toujours cette tendance que j'ai du mal à comprendre d'excentrer Mathis Ablin. Or, je pense vraiment que si on veut tirer la pleine mesure de ce joueur-là, il faut qu'il joue en neuf. On avait donc El Arabi en neuf cette fois. Un match voilà, donc qui a tourné au moment de l'expulsion de Junior Mwanga pour une semelle à hauteur du cou, qui à la base est carton jaune. L'arbitre va voir la VAR et met carton rouge. Je suis un peu partagé, très honnêtement, parce que je suis pas choqué qu'on mette rouge. On met rouge pour des semelles sur les chevilles, on doit mettre rouge pour des semelles sur l'épaule. La décision me semble pas scandaleuse. Maintenant, est-ce que c'est une erreur manifeste de mettre jaune sur une action comme ça? Pour moi, on est dans le cas du jaune orangé. C'est-à-dire, si tu mets rouge direct, ça me choque pas, et si tu mets jaune, ça me choque pas non plus. Donc, à mon sens, et vous n'allez pas être d'accord, amis lyonnais, mais pour être tout à fait honnête, je suis partagé entre deux points de vue. La première, c'est que je conçois parfaitement que ce ne soit pas une utilisation légitime du VAR, parce que pour moi, c'est pas une erreur manifeste. Maintenant, je pense sincèrement, amis nantais, que si Tolisso avait fait ça sur un de vos joueurs, vous auriez crié au carton rouge tout aussi fort. Donc, pour moi, c'est une mauvaise utilisation de la VAR, mais c'est pas un scandale, parce que c'est une faute qui peut valoir rouge. C'est une faute qui en tout cas, c'est sûr que ça vaut moins rouge que ce qu'a fait Camara sur Chevalier, mais c'est une faute qui peut valoir rouge. Très honnêtement, je pense que si c'est un Lyonnais qui fait ça sur un Nantais, on crie au rouge, vous criez au rouge les Nantais. Donc voilà, je pense sincèrement que c'est pas nécessaire d'appeler la VAR pour transformer le carton rouge. On est d'accord là-dessus. Mais c'est pas un scandale de mettre rouge. Maintenant, effectivement, ça tue le match. Ça tue le match parce que derrière, le match tourne pour l'Olympique Lyonnais. On a l'ouverture du score de Abner à la 51e minute, et à partir du moment où il y a l'ouverture du score et que tu es à 11 contre 10, c'est beaucoup plus facile. Et derrière, on a ce deuxième but de Satriano où, très honnêtement, j'étais avec Zach au stade. Quand Satriano a marqué, on a explosé de rire. Déjà parce que le retourné acrobatique, il est totalement désarticulé. Il reprend la balle du tibia, il est même pas puissant et le ballon, il va mourir avec Anthony Lopez qui se retourne et qui regarde le ballon. Ce but, il est hilarant. Il est absolument hilarant. Et on a un troisième but qui vient clore la marque avec Afonso Moreira qui fait un superbe centre en retrait pour Satriano. Et ça fait 3-0 et ça fait du bien. Et ça fait du bien, elle fait du bien cette victoire. Mais c'est vrai que si on est tout à fait honnête, c'est pas un bon match de l'OL, parce qu'on a quand même eu une première période entière où il se passe rien et où les opportunités les plus marquantes, c'est Nantes qui les a, notamment avec Kodza qui se retrouve à la surface. Alors, me demandez pas comment Kodza se retrouve dans la surface, et évidemment, il dévisse sa frappe parce que c'est Nicolas Kodza. On a un Ablin qui a posé des gros problèmes à la défense, vous voyez que ça manquait d'automatisme, c'est logique, on est sur une défense expérimentale avec des joueurs qui sont pas défenseurs. Donc, on voyait bien que Niakate, il était un peu tout seul dans cette défense, même si Tessman a fait un bon match en défense, et Ablin s'est amusé. Il s'en est pas fallu de beaucoup pour que Ablin nous fasse mal, quoi. Mais effectivement, on est sur un match qui tourne grâce au carton rouge et sur un malentendu, quoi. Voilà. Après, encore une fois, à mon sens, c'est pas un scandale non plus qu'il y ait rouge pour cette faute. C'est juste, je pense pas qu'il doit y avoir rouge à la VAR. Je suis un petit peu inquiet. J'avais tendance à dire en début de saison, sur Nantes et sur Auxerre, que j'étais pas foncièrement inquiet parce que c'est des équipes qui ont des bons joueurs dans leur effectif. Mais je vous avoue que je suis quand même un peu inquiet pour Nantes là, parce que c'est une équipe qui a Mathis Ablin et le reste, il y a pas grand chose. Franchement, sur le match de dimanche, je vois pas trop ce qu'il y a à sauver côté nantais, à part Mathis Ablin qui a tout, mais qui marque pas. Franchement, il y a rien. Oh là là. Ouais, Duff, ouais. Bonne entrée de Duff, ouais. Duff qui marque du coup avant que le but soit annulé pour une faute sur Karabekh. J'ai pas revu la faute. Donc je vous avoue que là, je vous laisse seul juge de est-ce qu'il y avait faute ou pas. Je vous invite à me le dire parce que je n'ai pas revu le résumé. Il y a faute. Il y a faute sur... En vrai, il va même pas regarder la VAR, donc j'imagine qu'il y a faute. Donc c'est pas un scandale en vrai, si le but est annulé, on est d'accord. Mais par contre, la chevauchée de Duff, il est puissant, hein, ce garçon. Il est costaud. Hein. Il me rappelle un peu Sidiki Chérif à Angers. Vraiment le côté costaud, mais pas maladroit avec le ballon. Donc voilà, il n'a pas pris de jeune Duff. Non, il n'a pas pris jeune Duff. Très bonne vanne, effectivement. Donc,
À part ça, ils sont pas aidés parce que Tati prend un carton jaune très tôt. Il y a un autre milieu aussi qui prend jaune très tôt. Je crois que c'est Mwanga qui prend jaune avant de prendre rouge. Là, je suis inquiet pour Nantes. Là, je suis très inquiet pour Nantes. Parce que devant, Lado, c'est très moyen. El Arabi, c'est fatigué. Mostafa Mohamed, c'est très très nul. Le retour de Le Penant, on voit qu'il n'est pas encore en pleine possession de ses moyens. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de caractère. Ouais, après, là, encore une fois, ils sont pas aidés. Ils font pas une mauvaise première période. Mais juste sur une équipe qui est la gueule de Luis Castro en conférence de presse. C'est vraiment la tronche de quelqu'un qui va perdre son taf. Il était, mais déconfit. La défense centrale de Nantes, c'est niveau national. Factuellement, c'est le cas. Tati, il a 17 ans. Amiens, c'est pas très bon. Koza, c'est très très moyen. Louis Leroux, il n'était pas là, mais ça reste un joueur qui a éclos très très tardivement. Lopez a dit qu'ils étaient inquiets pour le maintien. Il y a de quoi, Il y a de quoi. Quand tu vois que les équipes derrière arrivent à produire des choses, ça fait quand même pas mal de temps que Nantes n'a pas réussi à produire un vrai bon match. Metz y arrive, Lorient y arrive, Le Hack, les résultats suivent pas forcément, mais ils arrivent à produire des bons matchs. Angers arrive à poser des problèmes. Nantes, c'est globalement faible, quoi. Donc, déconfit de Canaries. Oui, déconfit de Canaries, c'est une bonne vanne. Voilà, du côté de l'OL, première mi-temps quand même assez inquiétante, on va pas se mentir. Première mi-temps où il y a vraiment pas grand-chose et où ce système fonctionne pas. On a Satriano qui erre comme une âme en peine pendant toute la première période. Et on a toutes les peines du monde à créer du danger offensivement. Abner et Tagliafico qui se marchent un peu dessus. De Carvalho qui est très très faible. Très faible De Carvalho. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de duels perdus pour De Carvalho. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Et je suis le premier à saucer les jeunes. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que Paulo Fonseca voit dans De Carvalho. Je vois pas grand chose, moi, très honnêtement. Je suis tout ouvert à changer d'avis et je serais ravi de voir De Carvalho progresser et devenir un vrai bon joueur de Ligue 1. Mais j'ai beaucoup de mal à voir ce qu'il lui trouve. Heureusement, Mangala revient, il a joué, il est rentré en jeu, donc je pense qu'il va vite prendre la place de titulaire, Aurel Mangala, à ce rythme-là. Ce qui est rassurant quand même, c'est de se dire que Tessman en DC, ça a l'air d'être une plutôt bonne idée. Parce que Tessman, il a du mal à jouer sous pression, et dans des matchs comme ça où tu sais que tu vas avoir beaucoup le ballon, il n'était pas si mal en défenseur central. Également Attebourg qui a fait un match plutôt ok. Alors, pourtant, c'était quand même pas rassurant. Tu te retrouves quand même au début du match avec une défense Abner, Niakate, Tagliafico, Attebourg et Tessman. Au secours. Ça passera pas tous les jours, ça. Mais Tessman plus bas, moi, je trouve ça intéressant. Je pense qu'il viendra prendre la place de Niakate quand Niakate partira à la CAN, qui viendra se positionner en relanceur dans cette défense avec Mata et Kluivert. Et c'est intéressant de le tester à ce poste-là, dans cette optique-là. Alors on verra combien de temps Moussa Niakate reste à la Coupe d'Afrique des Nations, mais au moins ça permet d'avoir des solutions pour les absences annoncées de Mata et Niakate, quoi. Mata va à la CAN, mais forte probabilité pour qu'il sorte un peu plus tôt que Niakate, quoi. Voilà. Devant, on voit que c'est toujours aussi limité, quoi. Toujours aussi limité, toujours aussi peu inspiré de manière générale. Alors, attendez 2 secondes. Je reçois un message. Attends, 2 secondes. Ok. Vu l'équipe du Sénégal, il y a un bon moment. Il va un bon moment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, je pense qu'il reviendra un peu plus tôt que Niakate. Voisinade. Non, je regardais un message. J'ai eu un code de validation Amazon, mais on s'en fout. On est sûr que Niakate, on est sûr qu'il va être pris. Oui, il y va. Il y va, Niakate, je pense. Il n'y a pas un monde où il y va pas. Quand je repose au Tolisso de sa saison retour, ça c'est fou de le voir à ce niveau. C'est vrai qu'on a oublié quand même. On a oublié que Tolisso, quand il est revenu à Lyon, c'était un authentique cadavre. Et qu'il est revenu à un niveau absolument ahurissant, quoi. Ahurissant de fiabilité. C'est... Combien de temps ça va tenir tout ça ? Combien de temps ? Niakate top 3 d'essai de cette saison en Ligue 1 ? Oui, assez largement.
Qui on pourrait mettre avec lui cette saison? Qui est vraiment bon en Ligue 1? Qui est fiable en Ligue 1? Pavard fait quand même un bon début de saison, mais il a fait quelques saucisses. Je mettrais Beidou quand même. Et Cresswell, ouais. Cresswell, Beidou, Sarr. Pacho, il a pas beaucoup joué. Hein. Udol, je le compte comme latéral maintenant. Ouais, Jacquet, ouais. Je mettrais Cresswell. Cresswell en 1, Niakate en 2, et en 3, Beidou ou Jacquet. Plus d'enthousiasme, Charlie, on joue au foot. Non, on a joué au foot à 11 contre 10. Il faut tempérer. Je suis très content que l'OL ait marqué 9 buts en une semaine. Je suis très très content. Mais il faut tempérer par deux choses. Le match de jeudi, c'était contre le Maccabi Tel Aviv. C'est, je pense sincèrement, l'adversaire le plus nul que l'OL a affronté en 10 ans. Et j'inclus les équipes en Coupe de France. Et le FC Nantes, on a été très mauvais en première période. On n'a rien réussi à créer et Nantes a eu des meilleures occasions. Et ensuite, on joue à 11 contre 10. Je suis très content d'avoir vu un doublé de Satriano. Ça va lui faire beaucoup de bien à la confiance. Je suis très content de voir que Abner est capable de marquer pied droit. Mais c'est difficile quand même de capitaliser vraiment sur ce match-là en termes de contenu. T'as bien aimé les tifos. Tifo magnifique, notamment celui en latéral qui était très très beau. Voilà, faut le dire. C'était très belle animation de tribune avec les tifos. C'était un bel anniversaire. Il y avait tout plein de beau monde. C'est une balle perdue pour Nice, ça. Après, Nice, ils n'ont pas besoin de balles perdues, hein, de manière générale. Jacquet a 2-3 matchs un peu mauvais. Aussi peu de clinching à la Rennes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais Beidou, au début de saison, est pas bon aussi. Hein, notamment le match contre Lyon où il est très très mauvais. Non, je pense vraiment que Cresswell est devant. Cresswell, il crève l'écran vraiment depuis le début de saison. Et sinon, Niakate, il joue juste derrière Cresswell. Syndrome du catch-up pour Satriano. On va espérer. Il n'y a que ça à souhaiter. On va surtout espérer qu'Hendrick arrive bien assez tôt. On attend toujours. Hein. Mais si on pouvait faireHendrick, si on pouvait finir la saison avec Fofana, Hendrick, Nuama, on serait bien quand même. Voilà. On n'a pas parlé de Tyler Morton parce qu'on dit toujours la même chose. Mais oui, tu me dis que Clementinho, c'est un jeune ancien dans sa manière de jouer. J'adore Tyler Morton. J'adore. Et si je dois prendre un maillot floqué cette année, je le prendrai au nom de Morton. Il a une classe. Et je suis désolé, Zach, il se fout de ma gueule, il dit que c'est des délires de blanc. Mais les chaussettes basses, avec les grands compas, là, le côté un peu Beckenbauer, moi j'aime trop. Le flow qu'il a avec sa coupe mulet, là. On dirait un footballeur des années 90, un footballeur allemand des années 90. Et il est brillant, tu sens qu'il a la confiance, balle au pied, il n'a pas peur, il n'a pas peur de la pression, il fait les bons choix. Quel bonheur, c'est con, on va en profiter un an, il va partir. On le gardera jamais cet été, Morton. On peut plus profiter des joueurs comme ça. Mais quelle classe, c'est un joueur qui a la classe, il est beau à voir jouer, il est élégant. C'est un beau joueur de football. Voilà, c'est rare qu'on en ait des joueurs comme ça. Le dernier comme ça qui avait la classe sur le terrain, c'était Guimaraes Paqueta. Ce serait bien qu'il reste un peu plus longtemps qu'un an quand même. Ce serait bien, hein. Abner, j'arrive pas à le détester, il est nul défensivement et aléatoire offensivement. Moi, je trouve qu'il est bien dans ce rôle-là, Abner. Je trouve qu'il est bien dans ce rôle. J'ai bien aimé, en fait, l'animation offensive était pas terrible, mais l'animation globale m'a intéressé. J'ai bien aimé le fait que Tagliafico était un total électron libre. Il jouait milieu de terrain, il jouait un peu partout, et du coup, ça libérait Abner, qui jouait dans les demi-espaces aussi. On a vu Tolisso souvent très excentré. Cette animation, elle est à parfaire, elle est pas parfaite. Il reste des choses à perfectionner, mais il y a de l'idée quand même derrière. Faut quand même reconnaître à Paulo Fonseca qu'il sait préparer un match, quoi. Donc voilà, je connais zéro le milieu d'Angleterre, il y a un monde où il va à la Coupe du Monde. Non, je pense pas. Ça m'étonnerait. J'aime bien Schultz. Ouais, j'aime bien l'attitude de Schultz aussi. J'aime bien. Je sais plus qui c'est qui a dit sur Twitter. C'est impossible de dire exactement ce qu'on aime chez Schultz, mais moi j'aime bien Schultz. J'aime bien son attitude. C'est un chien fou, c'est un bagarreur. Et le problème, c'est qu'il manque. Schultz, il manque un petit peu de tout, mais il compense par de la volonté. Mais il lui manque surtout des bons joueurs autour de lui. Je pense qu'un Schultz dans une équipe qui tourne, ça peut être un super élément. Mais c'est pas un élément qui va te tenir ton équipe à bout de bras, quoi. Donc il est altruiste de fou, il est volontaire, il se bat comme un beau diable, mais il a besoin d'une équipe qui tourne bien offensivement. En point d'appui de joueurs qui fonctionnent, j'aimerais vraiment voir Schultz avec Hendrick, Nuama et Fofana, quoi. Je suis curieux, hein, en 4-2-3-1, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Mais c'est un joueur intelligent, ça je pense. Ça a l'air d'être un joueur intelligent.
Et je suis curieux de le voir avec des vrais électrons libres autour de lui, parce que Satriano, il est quand même pas très mobile. Il déstabilise pas une défense, Satriano. Si t'as du Hendrick, si t'as du Fofana qui revient bien et du Nuama qui revient à un bon niveau, tu peux avoir un Schulz qui est chef d'orchestre de ce bordel-là. Donc, moi, j'en attends beaucoup de Schulz parce que j'ai très très envie de l'aimer. Très envie. Mais voilà. Voilà. Bon, on a à peu près tout dit de manière générale sur ce match-là. C'est quand même un pur miracle, honnêtement. Honnêtement, compte tenu de la situation de l'OL en juillet dernier, compte tenu du mercato qui a été fait par l'OL, où on a quand même perdu 5 titulaires, perdu Lacazette, Mikotadze, Cherki, Almada, et j'en oublie un, et Perry, c'est un authentique miracle que l'OL soit à la course pour le top 4. Bonne rentrée de Moreira, effectivement. Moreira, il y a quelque chose quand même. Moreira, il y a de la vivacité, il y a de l'intelligence, j'aurais pas parié dessus quand même. J'aurais pas parlé dessus. Je sais pas si c'est vu que du stade. Il faudrait que l'équipe ait un bel match plus vite parce que ce dispo marche grâce au déplacement des joueurs. Ouais, je suis d'accord. C'est le problème de l'OL. Il y a toujours beaucoup de mal à emballer, à créer des vrais temps forts où il y a une grosse pression qui est mise. J'ai pas l'impression qu'on a eu beaucoup de moments cette saison où c'était un rouleau compresseur. Moreira titulaire l'an prochain, tu penses? Bah oui, je pense. Je pense que s'il doit y avoir un truc à faire sur la fin de saison, c'est replacer Fofana en 9 et mettre Moreira ailier gauche. Et voir comment on peut faire en sorte que Fofana prenne la profondeur en 9 avec Moreira qui vient jouer ce rôle-là de dynamiteur. Moreira, au-delà des joueurs rapides, ses centres sont précis, même pour celui de Tolisso, c'est bien dosé. C'est un joueur qui est simplement bon, et on l'attendait pas là. Ouais, moi je mettrais Fofana en 9, ouais. Fofana en 9. À défaut de... Si on n'a pas Hendrick, j'entends. Je trouve que Fofana a des qualités pour jouer comme ça. Moreira peut pas essayer à droite. Non, Moreira, il a besoin d'être en fausse patte, je pense. Perry, son départ se ressent pas trop. Perry, c'était un bon gardien, mais c'était pas un gardien exceptionnel non plus. C'était un gardien qui avait plein une marge de progression, on va dire. Donc forcément, ça se ressent moins que le départ d'un grand gardien, parce que c'est facilement remplaçable, un gardien pas mal. Et Lucas Perry, il avait des lacunes. Et puis il était pas tout jeune, il avait 27-28 ans. Donc finalement, c'est un bon deal d'avoir vendu Perry pour récupérer Greif. Nuama, il y a des news. Nuama, il va revenir en janvier-février. Ace veut démissionner. Je peux comprendre. Surtout après ce qui s'est passé là. Là, si tu démissionnes pas, chef. Perry, c'est un gardien moderne, ce qui n'était pas Nopes. Et ce qui est Greif est un gardien moderne aussi. Moreira, sacré pioche. Ouais, alors pour le coup, 2 millions, ça me paraissait cher payé quand même. À force est de constater que c'est un bon coup. Voilà, c'est tout ou rien de toute façon. Tout ou rien. On oublie Turner, tu vas dire. Oublier Turner, j'avais complètement oublié. Enfin bref, Perry a dit c'est compliqué d'ailleurs. Je suis pas du tout, donc je vous crois sur parole. Perry vous a fait quand même gagner un sacré paquet de points, je te trouve sévère. Je dis pas que c'était pas un mauvais gardien, c'était un bon gardien avec des lacunes. Donc je trouve que 16 millions, c'est vendu de manière ok, et que quand tu le remplaces par Greif, tu remplaces par un gardien qui est pas foncièrement inférieur. Avec du recul, Greif, c'est pas top. Laissez-lui un peu de temps quand même à Greif. Il y a eu une période pas simple. Le match contre la semaine dernière, il fait les sorties qu'il doit faire. Voilà. Turner, il est resté aussi longtemps que Thauvin à Lille. Exactement. Voilà, on a terminé. On va regarder le classement quand même, puisqu'on n'en a pas parlé. Le classement pour vous montrer que c'est le Racing Club de Lens qui est en tête de cette Ligue 1 avec 31 puntos. Paris 30 points, Marseille 29 points. Donc on a ce trio de tête qui se détache assez clairement. Derrière, on a le gros wagon de l'Europe qui va de Lille 26 points jusqu'à Strasbourg 22 points. On le voit, il se dégage très clairement. Et après, on a le trou du maintien. J'ai complètement foiré le classement, effectivement, puisque Le Havre et Lorient n'ont pas du tout 17 points, mais 14. Non, je me suis trompé. Le Havre et Lorient ont 14, ils n'ont pas 17. Mais Nantes et Metz toujours à la traîne et Auxerre 9 points. Ce qu'on voit quand même, c'est que c'est toujours aussi serré à tous les étages. Ça n'a pas toujours été le cas en Ligue 1 quand même. Là, on a du suspense pour le podium, on a du suspense pour la 4e place, on a du suspense pour le maintien. Je rappelle que je me suis planté dans le classement, c'est 14, le Havre et Lorient. De toute façon, à chaque fois, je me dis je vais me planter et à chaque fois, je me plante. Pardon, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la clause de Satriano. La clause de Satriano sera levée si l'OL existe encore en mai. Donc elle sera levée. Et c'est une clause à 6 millions. C'est cher quand même. C'est cher.
Auxerre à 8 points. Bah non, Auxerre, ils ont fait match nul. Donc ils ont 9 points, je crois. Ils ont 9 points. Ils ont 9 points, Auxerre. C'est 6 millions, l'offre d'achat. C'est tout à fait vrai, je peux vous le confirmer. C'est un vrai braquage de lance. Hein. Je sais pas qui a décidé ça à l'Olympique Lyonnais, mais il aime pas trop le football. C'est 6 millions. Voilà. Donc je sais pas qui à l'OL. C'est quand même un vrai sujet. C'est quand même un vrai sujet. Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un, ou en tout cas des gens à l'OL, qui à un moment donné se sont dit 4 millions pour Kluivert, c'est le bon prix. 6 millions pour un mec qui revient des croisés et qui a 4 buts en carrière, en max, sur une saison, c'est ok. Et ça me gêne un petit peu. Ça me gêne un petit peu, parce que c'est des décisions qui sont pas rationnelles. Il y a un manque de rationalité dans ces décisions-là. Autant on applaudit pour Morton, mais Morton c'était finalement assez sécurisant parce qu'on sait que c'est un jeune joueur anglais et qu'il suffit qu'il soit à peu près bon pour se partir à un gros montant. Mais le Kluivert, qui a acheté 300K par Casa Pizza, là, qui est pas titulaire et qui part pour 4 millions un an plus tard, j'aimerais bien une petite enquête là-dessus. Et Satriano, je ne comprends pas la logique de faire ça. Voilà. Je comprends pas. Donc j'aimerais bien un jour qu'il soit interrogé là-dessus. Qu'est-ce qui justifie le fait de mettre 6 millions sur une option d'achat qui est quasiment obligatoire sur Martin Satriano? Voilà. Ça sent la précipitation. Ouais, mais à ce moment-là... Enfin bref. Je suis perplexe par rapport à ça. L'équipe type de ce week-end, vous allez la découvrir, elle a rien d'original. Très honnêtement, j'ai regardé l'équipe type de l'équipe, on est à peu près similaires. J'ai triché pour Tolisso. Mais en même temps, il a joué à ce poste-là, donc c'est pas de la triche. Dans les buts, Berkehauser qui a fait, je crois, 7 arrêts. C'est lui qui sauve le match de Lille. Défense centrale, Salissou qui a été excellent contre le Paris Saint-Germain et Jérémy Jacquet. Il fallait que je mette un Rennais, je savais pas qui mettre d'autres, donc j'ai mis Jérémy Jacquet. À droite, c'était très difficile. Il n'y a vraiment aucun arrière droit qui a crevé l'écran ce week-end. Donc j'ai mis vraiment par défaut Théo Lebris parce que j'ai trouvé intéressant. À gauche, Mathieu Hudol pour changer, j'ai même pas besoin de changer la 7. Milieu de terrain logique, Valentin Rongier qui est le débloqueur du match du côté de Rennes et qui aurait pu marquer 2 buts, et Magnetti pour sa frappe monstrueuse qui donne la victoire à Brest. À droite, évidemment, Florian Thauvin, doublé homme du match pour le RC Lens. À gauche, du coup, j'ai mis Corentin Tolisso que j'ai trouvé excellent contre Nantes à ce poste un peu hybride de milieu central, milieu offensif central un peu excentré côté gauche. Et l'attaque logique, Martin Satriano doublé, Sambou Soumano doublé également. On aurait pu mettre qui d'autre? On aurait pu mettre Kwasi à gauche. J'aurais pu mettre Guindo aussi, j'aurais pu mettre à gauche. Pas de Niçois dans l'équipe type. Non, malheureusement, j'ai oublié. Zut, vraiment dommage. Non, Abner, je ne l'ai pas trouvé non plus hyper brillant. 6 millions sur l'équipe type, ouais. Surtout que de base, Satriano venait en remplaçant, donc 6 millions pour remplaçant, c'est cher. Ouais, complètement. C'était pas une journée de ouf en vérité. C'était la journée précédente, c'était un peu pareil. Peut-être en défense centrale, il y aurait pu avoir un peu de variété. On aurait pu mettre Baïdou, qui a fait un très bon match. On aurait même pu mettre Tesman ou Niakate, qui ont fait un bon match aussi. On aurait pu mettre Emerson. Vraiment, Théo Lebris, c'est vraiment par défaut, quoi. Ouais, Minamino, éventuellement, on aurait pu le mettre aussi, mais je trouve que les joueurs que j'ai mis offensivement ont fait un plus gros match que lui. Cambadio est très faible comme gardien. Il a fait des bons matchs quand même depuis le début de la saison. Hein. Il a fait des bons matchs. Hein. Je vous ai pas mis le programme de la semaine prochaine, tout simplement parce que j'ai eu la flemme de le faire. C'est le truc le plus long à faire, donc je l'ai pas fait. Mais si vous voulez, je peux vous le citer. La semaine prochaine, nous aurons au programme Brest qui accueillera Monaco, Lille qui accueillera Marseille, Nantes qui accueillera Lens, Toulouse, Strasbourg, PSG, Rennes au Parc des Princes, Nice, Angers pour un match qui sent un peu le soufre, qui va sentir la peur, mais le vrai match de la peur ce sera Auxerre-Metz. On aura également un autre match de bas de tableau entre Le Havre et le Paris FC et Lorient qui accueillera l'Olympique Lyonnais. Pour conclure cette journée de championnat, l'OL qui jouera une nouvelle fois le dimanche à 20h45. Voilà, on a terminé ce débrief. Merci à tous de l'avoir suivi. Il aura fait moins d'1h30 cette fois, pour une fois. Pourquoi tu t'autorises pas à changer de dispo? Si, je change de dispo parfois. Mais là, il n'y en avait aucun qui m'inspirait. Nantes-Lens avec des matchs de bas de tableau à côté, ça pue. Oui, complètement. Complètement.
On se retrouvera donc la semaine prochaine. Peut-être qu'on aura un petit live nocturne dans la semaine, mais c'est pas sûr. Comme d'habitude, c'est toujours à l'arrache. Et donc on se retrouvera, écoutez, lundi prochain, même heure, hein, comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. N'oubliez pas, demain, si vous y pensez, d'aller lâcher les petits pouces sur YouTube, de mettre des commentaires, de mettre des boosts. Je sais même pas si ça existe encore. Tout ça. Merci à vous, hein, de toujours regarder, de toujours prendre le temps de commenter, de participer. Ça fait grave plaisir. Merci à tous ceux qui se sont abonnés pendant le live et que j'ai pas pu remercier, notamment MediUp, Fredo, Nodern SFI, Nono, The Hannibal, Max, Fripouillas, on t'avait déjà remercié. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bisous. Ciao.